Eh oui, mes amis, ils l'ont tué, il est mort. Malgré son courage héroïque, Rodrer n'a pu échapper au sanctuaire impitoyable lancé à ses trousses. Et pourtant, chers téléspectateurs, pourtant, combien nous avons tous souhaité sa victoire. Hélas, hélas, c'est la règle inexorable et grandiose de notre émission. La fortune ou la mort. Quel spectacle! Quelle émotion. Cette troisième émission du Prix des dangers a atteint un tel sommet. Rodrer, au nom des 100 millions de téléspectateurs qui vous ont admiré à travers toute l'Europe, je ne sais quel mot trouver pour vous dire mon admiration, mon émotion et vous féliciter. Vous fûtes un candidat d'une valeur exceptionnelle. Salut Julien, comment vas-tu? On y va direct comme ça, on se lance dans la frénésie du moment. Ah bah ça va super bien, on est prêt à rentrer dedans là parce que en effet le film dont on va parler aujourd'hui, dans ce GOC, donc film de genre entre guillemets français, alors celui-là il est de beaucoup de genres, ouais. Et il est genre même dérangeant pour certaines personnes à l'époque, il est surtout toujours d'actualité. Et c'est passionnant du coup d'évoquer une œuvre qui d'ailleurs dont on parle de plus en plus au fil des années, je crois. C'est un film qui revient souvent parce que ce qu'il dit des médias, de la société du spectacle et plus ses affinités. Est-ce que c'est un film d'anticipation qui a vu les choses venir? Je crois qu'on peut le dire. Et surtout que tu avais déjà introduit le réalisateur il y a quelques épisodes de cela, puisque tu en avais parlé lors du... Alors je sais plus si c'est le premier ou le deuxième épisode qu'on avait fait. Soit celui sur le Serge Leroy, donc la traque, soit celui sur Calvaire de Fabrice Duvels, me semble-t-il. Peut-être que non, j'avais parlé de Fabrice Duvels, pardon, ça doit être au même moment. Et tu avais parlé pour le coup là de c'est sûrement sur la traque, hein. C'est sûrement sur la traque. Ouais. Et on avait donc, et tu avais justement introduit Yves Boisset déjà, et c'était très cool, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il va falloir que nous finissions par le nommer. Tu l'as très très bien fait, très subtilement, en allant autour et sans le nommer. Je trouve ça très beau. C'est un bel exercice d'équilibriste. Nous allons nous intéresser donc au Prix du danger, donc d'Yves Boisset, réalisé donc en 1983. Intéressant, deux, trois petites choses à noter. Au scénario, donc il y a Yves Boisset et Jean Curtelin, avec qui il a travaillé. C'est pour ça que ça me paraissait important de parler de Jean Curtelin, puisqu'il est aussi sur la base du scénario donc de Dupont-la-Joie dont tu avais parlé lors de ce deuxième épisode de GOC. S'adapter donc de la nouvelle Le Prix de danger de Robert Cherclay. Et on retrouve, alors, il y a deux, trois petites choses qui sont intéressantes. C'est un film franco-yougoslave et on y reviendra parce que c'est intéressant parce que le film est à la fois tourné dans certains décors à Paris et autrement à Belgrade, me semble-t-il, ce qui permet justement, il y a une architecture très brutaliste qui fonctionne vachement bien, je trouve, globalement, avec ce côté anticipation, presque voilà, avec ce truc un peu totalitaire, un peu étrange. Ça fonctionne hyper bien en fait, et ça rend les trucs très crédibles. Il y a ce côté où on en reparlera, mais moi je trouve que le film, dans sa dynamique de pure anticipation, ne fait jamais carton-pâte ou kitsch. Il y a un truc vraiment très très concret, très ancré, avec justement ces architectures urbaines d'Europe de l'Est. Il y a un truc qui fonctionne super bien, mais on va y revenir justement peut-être plus en détail après. On retrouve pareil à la musique, parce que moi je trouve que le score est super bien, Vladimir Kosma. Donc il y a un truc super bien au niveau musical aussi qui se joue dans le film. Il y a un truc vraiment mémorable et qui accompagne parfaitement la rythmique un petit peu, encore une fois, frénétique du film en termes d'action, et on y reviendra parce que je trouve que c'est un film qui a au-delà, mais en fait c'est consubstantiel, mais le côté politique qui est nourri par l'action et vice versa. Mais je trouve que c'est un fabuleux, conceptuellement, film d'action, mais on va y revenir après. Et en termes pour le coup d'acting, on retrouve dans le rôle principal Gérard Lanvin, qui a quelque chose de très très félin dans le film. On y reviendra parce que je trouve aussi qu'il y a un côté survival urbain, on est dans une jungle, il y a un truc très félin dans son incarnation que je trouve super chouette. Michel Piccoli, et on en reparlera dans le rôle de ce présentateur, dont toute ressemblance avec des personnages existants est totalement fortuite, évidemment. Mais ça, on y reviendra aussi. Marie-France Pissier, qui a un personnage très très ambigu. Bruno Kremer dans le rôle de ce personnage mémorable de directeur de chaîne, absolument et incroyablement cynique. Mais personnage aussi, je trouve, assez truculent et qu'on adore détester, pour utiliser ce trope littéraire absolument horrible. Je suis désolé d'avoir fait. Et on retrouve autrement également, pour le coup,
c'est un acteur qui moi me parle beaucoup. Pour le coup, Jean-Claude Dreyfus dans le rôle de Bertrand, notamment un des assassins qui va traquer Gérard Lanvin dans Le les boucher. rues le boucher, tout à fait. Boucher dans Délicatessen, voilà, mais il a toujours Totalement. ces rôles-là, bruts de décoffrage, voilà. Il est incroyable. Le film, il est incroyable. Je trouve que c'est celui peut-être des assassins qui ressort le plus. Ok. Et voilà, bon, il y a tout, voilà, ce petit groupe, voilà, d'acteurs assez, encore une fois, assez truculents, assez fascinants. Et bon, on reviendra sur Michel Piccoli, qui est, je trouve, vraiment le personnage le plus incroyable du film. Il y a un truc extrêmement puissant qui se dégage, encore une fois, parce que il est vraiment une sorte d'émanation, d'excroissance paroxysmique, pour dire ça grossièrement. Et il est vraiment l'incarnation, en fait, de ce concept d'anticipation sur notre rapport aux images. Il y a un truc vraiment, encore une fois, tu l'as dit, très très actuel, mais on va y revenir là-dessus. Je rappelle cette anticipation, donc il y a ce côté prospectif, de prospecter sur l'avenir pour parler du présent, mais en prospectant sur l'avenir, forcément, dans une certaine mesure, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'appréhension d'un avenir. Je rappelle, est la somme de toutes les peurs, et ça fonctionne merveilleusement bien. Et peut-être pour terminer, pour donner peut-être un dernier élément, venons au synopsis, avant que justement je te laisse la parole, Julien. Pour un petit peu voir déjà ta relation globale, comme d'ailleurs, il est coutume. Oui, je t'en prie. Je me permets de t'interrompre parce qu'il y a aussi mais le chef-op, il faut le citer, le chef-op, Oui, un certain j'ai oublié. Pierre William Glenn, parce qu'il avait aussi géré la photographie d'un film qui s'appelle La mort en direct de 1981 oui. de Bertrand Tavernier, qui déjà là aussi tentait cette anticipation du spectacle ultime et ultimement voyeuriste jusqu'au point que voilà. D'ailleurs, on parle aussi là de mort, hein, directement, avec l'histoire de suicide dans la loi, là. Bon, voilà. C'est intéressant qu'il ait fait ces deux films, peut-être pour une forme de froideur brutaliste aussi, d'une ambiance qui commençait à être, de toute façon, là, c'est ça, hein, ces décors commençaient déjà à anticiper ce que serait le monde plus froid qu'on peut avoir, le monde des affaires, notamment, parce qu'il y a le quartier de la Défense aussi, qu'on voyait déjà dans Buffet froid de Bertrand Blier, qui marquait cela aussi dans la déshumanisation. Enfin, on voit des choses qui reviennent déjà de ce début des années 80, en tout cas. Et tu dis, tu parles de Bertrand Tavernier, c'est intéressant aussi, puisque Bertrand Tavernier considère notamment que Vidéodrome de Cronenberg, qui sort exactement la même année, est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma américain. Et il ne tarit pas d'éloges à ce sujet-là. Et c'est aussi intéressant, effectivement, tu parles de La mort en direct, il y a effectivement Le prix du danger, et il y a Vidéodrome au Canada, de l'autre côté de l'océan, qui aussi questionne justement notre rapport à la télévision et on anticipe un petit peu lequel il pourrait être, sur notamment les théories de Marshall McLuhan. Mais je pense que justement, c'est un truc qu'on pourrait aussi totalement adapter au prix du danger également, en fait. Mais ça, peut-être qu'on y reviendra aussi. Alors juste pour, c'est bien parce que tu as commencé à poser un petit peu le synopsis, je vais le faire vraiment très très rapidement, mais on est effectivement dans une sorte de futur très proche, c'est compliqué vraiment de le situer, mais finalement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans quelque chose où c'est très très concret, et finalement ça pourrait se passer à la fin des années 80 et ça fonctionne parfaitement. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est de l'ordre du concret, qui fait que le film ne vieillit pas. C'est ça que je trouve vraiment incroyable encore aujourd'hui. Il a un impact peut-être encore plus fort peut-être qu'à l'époque. On a une chaîne de télé qui est dirigée donc par ce personnage interprété par Bruno Kremer, qui va profiter, on va dire, d'une sorte de flou dans la loi, notamment sur le suicide assisté, pour proposer une nouvelle émission qui s'appelle donc Le prix du danger, où un candidat est invité à, pendant une nuit, être traqué par 5 tueurs, mais qui sont pareil, 5 individus lambda. Il y a un truc sur la banalité du mal qui est vachement intéressant, c'est des gens lambda, mais qui vont se charger de tuer ce candidat. Ce candidat, si au bout, pardon, j'ai dit une nuit, mais une nuit, c'est à la fin, on reviendra un petit peu là-dessus sur le teasing que propose la fin. C'est sur 4 heures, il doit tenir, et s'il tient, il gagne $1 million. Et donc on va suivre un personnage, alors il n'y a jamais eu de vainqueur, hein, dans le jeu pour le moment, puisque au début on va commencer justement ça se passe sur le 4e jeu, me semble-t-il, la 4e édition, et donc on a la fin de la 3e édition, un petit peu la manière d'ailleurs de Battle Royale de Kinji Fukasaku, on découvre d'ailleurs, c'est assez rigolo, on pourrait aussi faire des liens avec ça aussi, où l'ouverture du film se joue sur le jeu précédent, avec la mort, pour le coup, c'est vraiment le tout début du film d'un des personnages, enfin du héros, si je puis dire, du jeu précédent, qui va être tué par les tueurs. Et à partir de là, c'est les 2-3 premières minutes. L'édition suivante débute, il y a un casting, et donc c'est le personnage interprété par Gérard Lanvin, qui va être justement, alors qui va vraiment y aller, va se battre pour pouvoir y participer. Il a une petite amie justement, il a envie, parce qu'il est en difficulté financière, c'est compliqué, il a envie d'offrir énormément à sa petite amie, il a envie de s'assurer un avenir.
Mais en fait, en réalité, le film est bien plus complexe que soi. En réalité, il y a toute la fin est hyper intéressante à ce niveau-là, justement sur toutes les nuances qui sont apportées à ce personnage-là et sur justement ces enjeux qui, je trouve, on en reparlera, mais les enjeux sont finalement au début, il y a cette idée de créer des enjeux qui en réalité ne sont pas véritablement ça, où le film avançant, les enjeux vont être modifiés, altérés pour arriver à ce final assez dantesque, mais on y reviendra. Et donc, pour le coup, voilà, on va suivre justement cette track façon un petit peu, encore une fois, c'est un petit peu paradoxal ce que je dis quand je parle de survival urbain, parce que le survival, par essence, est un genre qui est plutôt rural, ou en tout cas qui s'est ancré dans la ruralité. Mais là, on a quand même cette idée, voilà, de transporter le survival au sein de la ville, d'en faire une sorte de jungle dans laquelle l'homme est un loup pour l'homme, pour citer Plaute, puis la reprise qu'on a fait Hobbes derrière. Et on va donc suivre cette aventure-là, ce truc continuellement en mouvement. Et c'est absolument fascinant. Mais voilà, je vais me tourner vers toi, Julien. J'espère avoir été clair un petit peu sur SimCity. J'essaie de vraiment un peu en dire. On spoilera de toute façon à partir de maintenant. C'est-à-dire que si, ça, vous n'avez jamais vu Le Prix du Danger, vous entendez ce petit synopsis qui vous tente, que vous n'avez jamais vu, eh ben, arrêtez l'émission maintenant, précipitez-vous et revenez plus tard. Puisqu'à partir de maintenant, on ne se, comme d'habitude dans l'émission, plus de limite, on spoil évidemment, on peut être spoilé à tout moment. Voilà, c'est juste comme ça vous fait une petite pause, vous pouvez y aller et revenir après. Mais revenez après, c'est important. Vous me faites un panneau sur chaque visage, s'il vous plaît. Non, tu me rappelles, je suis occupé. Un par un. Merci. Eh bien, dites donc, avec ce troupeau d'abrutis, ça va pas être facile. Non, ça n'a aucun intérêt, celui-ci. Allez, au suivant. Le suivant! Un aucun, non, pas de aucun, ça porte malheur. Ah oui, celui-là est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Il est pas mal, je trouve. Hein? Il a une bonne tête. Un vrai sourire, hein. Il mériterait d'être heureux. Vous pouvez lui demander de dire quelque chose? Il sait parler, celui-là? Le 18, vous pouvez dire quelque chose? Ben oui, qu'est-ce que je dois te dire? Formidable, il a de la répartie, lui, au moins. Bon, vous le mettez de côté, hein, au suivant. Suivant. Oh, c'est la meilleure. Non, écoutez, qu'on nous traite de criminels, d'accord, mais alors de racistes, ça, on ne nous pardonnerait pas. Allez, au suivant. Et celui-là, non. Non, celui-là est trop beau. Beaucoup trop beau. Puis il est sexy. Il est beaucoup trop sexy. Regardez-moi ça, ce serait très mauvais pour l'audience familiale. Il est... Non. Les maris seraient jaloux, ils empêcheraient leurs femmes de voir l'émission. Alors, mon cher Julien, qu'en est-il justement de ton rapport au film, de cette redécouverte peut-être, je sais pas justement comment elle a évolué, même dans ta cinéphilie, je sais pas quand tu l'as découvert pour la première fois, et puis comment ça a évolué et comment justement, comment on pourrait poser cette porte d'entrée sur le film? Alors j'ai dû découvrir le film il y a 2-3 ans, je ne sais plus, hein, mais il y a quelques années où je sais pas, je commençais un petit peu à voir ce que le cinéma français autre proposait aussi en parallèle, hein, les Jean-Pierre Mocky, bon Jean-Yann, ça a été pour le coup le cinéma autre un petit peu électron libre, c'est Jean-Yann, hein, mon premier réalisateur où très jeune j'avais découvert 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, où on peut faire quelques parallèles d'ailleurs dans l'acte final de ce film sur le côté show business, pour reprendre aussi le titre d'un film de Jean-Yann, le côté média, spectacle, etc. Et Yves Boisset, alors j'ai découvert son cinéma peut-être avec ce film, ou peut-être Le Juge Fayard avec Patrick Devers. Je sais pas, c'est l'un ou l'autre, hein, parce que Patrick Devers a failli jouer dans Le Prix du Danger, mais il était parti sur un autre projet, je crois, de François Truffaut, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas pu malheureusement, malheureusement, il s'est suicidé à cette période-là. Il me semble que c'est Claude Lelouch. C'est Claude Lelouch, voilà. Oui. Truffaut, non. Mais Truffaut, remarquez, je sais pas si Truffaut aurait aimé le Prix du Danger, mais je crois qu'il est, oui. Mais dans cette idée-là, alors le Prix du Danger, j'ai appris son existence par rapport à une polémique, parce que le film a eu une autre vie derrière, un peu grâce ou à cause de Paul Michael Glaser, hein, vous savez, Starsky et Hutch, c'est Starsky, mais aussi réalisateur de Running Man avec Schwarzenegger. D'ailleurs, le remake, la nouvelle adaptation pour le coup, parce qu'il s'agit d'un roman de Stephen King signé son autre nom, hein, qui va être adapté par Edgar Wright là. Running Man, en soi, le film américain des années 80, n'est pas très proche du roman de Stephen King et s'avère en effet beaucoup plus proche du Prix du Danger. Mais le Prix du Danger lui-même étant une adaptation d'une nouvelle, hein, que tu as cité au début, qui avait même été adaptée en Allemagne à la télé.
J'ai regardé vous l'avez le film sur YouTube. Alors moi je pige rien de l'allemand. J'ai regardé quelques extraits comme ça sur les plateaux télé. C'est la même chose. Yves Boisset n'aurait-il pas aussi un peu emprunté de ce film allemand? Je ne sais pas. Mais bon, oui, Yves Boisset a accusé Running Man de plagiat. Alors, il y a perdu beaucoup de temps et d'argent pour finalement gagner pour rien, arriver au bout. Triste d'ailleurs, triste destin pour Yves Boisset qui a terminé un petit peu contraint, forcé à travailler à la télé. Ironie du sort. Et il est mort il y a pas longtemps et pas forcément dans les grandes richesses, hein, si vous voyez ce que je veux dire, un peu oublié et tout. Et donc j'ai eu envie, et puis après j'ai lu le synopsis, je me dis waouh, c'est quand même étonnant. Bon, c'est un film qui peut respirer les années 80, mais en France à l'époque, une sorte de cinéma post-giscardien peut-être, quelque part hein, aussi, parce que Yves Boisset a questionné le cinéma giscardien, notamment donc avec le juge Fayard, Dupont-Lajoie, tout ça. On peut songer à cela. Et du coup, j'ai découvert ce film, et c'est vrai qu'il est passé sous mes yeux en mode c'est de la furie ce film. C'est-à-dire que c'est un film qui va mais à fond dans le truc. Tant et si bien que d'ailleurs, après le premier visionnage, je me demandais s'il y avait vraiment une consistance politique, tu vois, une profondeur, parce que c'est aussi parfois la face un peu négative, toute proportion gardée, hein, du cinéma d'Yves Boisset, quoique pour Dupont-Lajoie, à mon avis, c'est très très bon et c'est très frontal, mais parfois sur certains de ses films, comme il allait franco dans la chose, après il a pu être récupéré à droite et à gauche, c'est le cas de le dire, et aujourd'hui vous pouvez aussi détourner peut-être l'idée de l'époque, mais parce que le côté rentre-dedans, ça c'était nécessaire aussi, à un moment où la société mondiale, hein, parce que française oui, mais mondiale, commençait aussi à rentrer peut-être trop dans cette idée du spectacle capitalisto-médiatisé. D'ailleurs, ce qui est très passionnant dans le film, c'est que ça se passe en France, certes, dans un futur plus ou moins proche, mais l'argent, c'est du dollar. C'est comme si la France était américanisée, et c'est devenu un monde uniforme dans une sorte de dystopie. Bon, quand on pense que la France a beaucoup été influencée par les États-Unis depuis, est-ce vraiment étonnant? Et c'est vrai que donc j'ai vu ce film, j'ai pas forcément saisi toutes les nuances au premier visionnage, parce que c'est quelque chose où tu vas le prendre comme un actionneur, tu peux prendre ça comme un divertissement qui rentre dedans et ça fait plaisir, mais derrière, politiquement parlant et surtout philosophiquement parlant, les choses ont l'air peut-être simples sur le papier, mais en le revoyant là de nos jours, il est très pertinent encore plus dans notre monde de 2025. J'ai envie de dire qu'il y a eu un glissement depuis 2-3 ans, on s'en rend pas forcément compte et tout, mais parfois en revisionnant des films qui anticipent, on est vraiment dans l'idée. Par exemple, là sur la justice, c'est assez étonnant de voir comment le média principal qui est visiblement lié au gouvernement, donc déjà vous voyez un petit peu aussi ce que ça peut créer comme problème, remet en question même la justice, voire l'état de droit qui pourrait empêcher ce genre de paroles-là, de divertissement. Grosso modo, c'est du pain et des jeux pour le public, afin de desserrer le public et de transférer la violence sur ça, plutôt que vraiment de se révolter dans la rue, quoi. Et c'est marrant parce que le film parle de cela, et à la fois c'est une force et une faiblesse, avec le côté un peu groupuscule mené par Andrea Ferreol, là, l'actrice, qui est très vite beauté hors du jeu, quand même. C'est presque dommage en fait que ce contrepoids-là ou ce contrepoint ne soit pas trop appuyé, ce contre-champ, je dirais. Mais peut-être qu'Yves Boisset voulait faire ici un message pessimiste en mode de toute façon ils y arriveront pas. Donc oui, là c'est un film qui peut être cynique, pessimiste et tout, mais qui, à la lueur de 2025, même une année bien pourrie sur pas mal de points, il faut l'avouer, est très 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 fort. Et t'as envie de décortiquer des choses que peut-être Yves Boisset ne voulait pas décortiquer à l'époque, on ne sait pas. Mais j'en doute, parce que finalement, avec Dupont-Lajoie, fait avant, tu sens qu'il avait beaucoup de choses à dire. Et en tant qu'électron libre, tous ces films sont à part, Canicule. Alors, je l'ai pas vu, mais RAS, qui parlait quand même de la guerre d'Algérie, c'était très très peu évident à l'époque. À voir, ce que ça donne, Est-ce que c'est avec un regard plus post-colonial ou non, ça, bonne question. On parlera peut-être du post-colonialisme aussi à travers le cacao, là, qui est quand même, qui en dit long. Donc c'est un film qu'il faut surtout revoir, je pense. Voilà. Le premier visionnage peut être une chose, mais alors un revisionnage contextualisé, à mon avis, offrira encore plus de profondeur. Peu importe si l'œuvre de l'époque voulait en avoir, je pense que oui, indirectement. Parce qu'elle s'inscrit à une époque et elle a un écho de nos jours. Donc, en soi, ça fait de ce film une grande réussite, presque peut-être a posteriori. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a
Donc moi, le premier visage du film, ce que je te disais en off, c'est un truc que j'ai dû voir à 12-13 ans, je pense, avec mes parents à la télé. Et je l'ai vu, effectivement, et on peut le voir, mais je trouve que justement, ça fonctionne aussi sur ce terrain-là. Quand tu le vois jeune, enfin moi quand je l'ai vu jeune, je l'ai vu vraiment comme un film d'action, un gros actionneur bourrin, violent et tout. Mais ça marche très bien parce qu'en réalité, Yves Boisset te fout dans cette posture aussi de spectateur qui vient aussi assister au spectacle de la violence aussi, et il te renvoie à la gueule ce truc-là aussi. Et c'est assez intéressant parce que je pense effectivement, tu peux le voir encore une fois comme un actionneur, et je dirais qu'à fortiori quand tu le vois comme un actionneur, c'est une manière de te renvoyer au visage, encore une fois, ton appétence pour la violence à l'écran, ta jouissance que tu vas voir. Donc, en fait, ça marche très très bien aussi dans ce même, on va dire, si on le prend vraiment dans cette perception-là. Moi, en fait, là je l'avais pas revu depuis que j'ai 12 ans. Donc, et là, pour le coup, le deuxième visage est vachement fort parce que pour le coup, ce que je voyais comme un actionneur à l'époque, même si forcément, ça et là, il y a des émanations qui faisaient que oui, je voyais bien sûr que le film allait plus loin que ça quand même, qu'il y avait quelque chose, mais difficile d'y mettre des mots ou d'avoir finalement peut-être la culture ou le recul pour pouvoir penser la chose. J'ai pris vraiment comme ça in my face et c'était très bien comme ça. Encore une fois, j'ai eu un petit shoot d'adrénaline qui fonctionne très bien. Mais quand tu le revois justement à l'aune de ce contexte, à l'aune certainement d'une forme de maturité, de spectateur un peu plus mature à regarder, le film est absolument passionnant. Tu vois, j'ai un peu la même relation, c'est intéressant. Et puis, tu parlais des fausses publicités qui sont posées ça et là dans le film. Il y a quelque chose, je trouve, dans le film de très vérovénien. Je trouve que quand Verhoeven est arrivé aux États-Unis et qu'il est fait. Et tu parlais de récupération, je pense qu'un film comme Starship Troopers, à l'aune du fait de la manière dont il a été compris, dans lequel on glisse de fausses publicités aussi. Et même Robocop également. Robocop, et c'est marrant parce que Verhoeven, bon, je pense pas qu'il se soit inspiré de ce film, mais indirectement, Boisset a anticipé. Mais Verhoeven, il était déjà assez rentre-dedans dans ses films hollandais. Oui, hollandais, tout à fait. Mais peut-être pas avec des fausses pubs, mais c'est intéressant, oui, en effet. Ouais. Et quand tu dis parler de l'industrie du spectacle et du divertissement, c'est ce que ne cesse en fait de viser Verhoeven, en tous les cas dans ses œuvres américaines, dans cette manière de se glisser dans le si je puis dire dans le moule du blockbuster américain, et à l'intérieur de ça de dynamiter le truc et de complètement contrecarrer les attentes, et les attentes, j'entends autant thématiques, politiques, sociales, que va voir un spectateur de cinéma lambda qui va aller voir un gros bourrinage. Donc il y a cette idée de multiplicité de couches de lecture en fait qui en fait effectivement un film d'une redoutable efficacité en termes d'action, et j'insiste sur le fait que c'est pas du tout négatif quand je dis ça, parce que je pense que Yves Boisset, nécessairement, il a dû réfléchir de manière vraiment, encore une fois, extrêmement rationnelle, extrêmement pensée, extrêmement rigoureuse, sa mécanique de l'action. On y reviendra plus tard parce que c'est une thématique que je voulais aborder dans la deuxième partie. Mais je trouve que c'est un film qui a pensé son action vraiment. C'est pas juste, il n'a pas pris l'action comme prétexte pour. Il a fait aussi un vrai film d'action pensé. Et justement, c'est parce que le film d'action est pensé, est intelligemment pensé, et qu'il a cette capacité il a été abstrait dans un premier temps. Ça a été une abstraction, ça a été pensé comme abstraction pour la mettre en pratique de manière extrêmement rigoureuse. Et c'est ce qui rend, encore une fois, le discours encore plus percutant, encore plus puissant et encore plus violent, parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, de la brutalité. Et je trouve, encore une fois, que ce second visionnage, pour moi, a été vraiment une révélation, si je puis dire. Je dirais qu'à l'époque, ça a été une révélation de genre, en tant que jeune cinéphile un peu foufou, qui découvre plein de trucs à gauche, à droite, et qui se plonge dans le genre. C'est une révélation en termes d'action pure, si je le prends vraiment en tant que pure émanation d'un genre. Et aujourd'hui, c'est une révélation en tant que œuvre cinématographique, pour moi, extrêmement importante, et qui témoigne d'une sorte de bouillonnement de l'époque, parce qu'on a une époque où forcément la télévision est de plus en plus, je veux dire, inclus dans les foyers, qu'elle se développe de plus en plus, qu'elle devient le centre névralgique presque de la cellule familiale, parce que c'est ce truc-là, on se retrouve devant la télé pour tout un tas de raisons. C'est quand même l'âge d'or aussi d'explosion du divertissement, etc., à la télévision. Et on sent que partout, que ce soit au Canada avec, pour le coup, la même année avec Cronenberg, que ce soit effectivement aux États-Unis avec des films comme Robocop en 87, Starship Troopers un peu plus tardivement effectivement, mais on a ce truc-là où tu parlais tout à l'heure aussi le titre va me revenir tout à l'heure. Pardon, mais voilà, t'as donné pas mal d'autres exemples. Pardon, tu parlais de Mort en direct, voilà, Tavernier. 2h24 avant Jésus-Christ. Ouais. Tout à fait, et on a ce bouillonnement à ce moment-là et ça témoigne vraiment d'un symptôme de l'époque, si je puis dire. C'est intéressant parce que on verra ce que Edgar Wright fera avec Running Man. Oui. Bon, et c'est intéressant parce que tu vois le prix du danger et tout. Après aujourd'hui, bon, c'est plus la télé, c'est streaming, internet. Tu vois à quel point certaines choses peuvent aller très 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 loin
sur des vidéos courtes qu'on peut prendre comme ça à la volée, où on voit des morts en direct, hein, potentiellement aussi. Hein. Pour le coup, la mort en direct, malheureusement, récemment, il y a eu un cas comme ça. On pourrait imaginer un remake très évident en mode streaming. Hein. Je crois qu'il y avait eu Deadstream sur Shadows, mais ça parle pas tout à fait de ça, mais dans l'idée. Mais comment gérer l'urgence dans l'urgence? Parce que là, déjà, à l'époque, dans les années 80, ce film était peut-être considéré comme, entre guillemets, hyper, pas épileptique, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Rien que le début, on en parlera après, on est in medias res, hein. On fait pas dans, voilà. Et comment gérer aujourd'hui, comment gérer un tel film, imaginons, sur les réseaux sociaux, avec la même idée de télé-réalité ou de streamer, etc., qui pourrait jouer. Là, j'avais vu passer, alors je sais plus, après j'ai pas suivi, comme quoi qu'il y avait un streamer qui allait faire une sorte de live de plusieurs 24 heures et tout, où il allait faire tous les défis que les gens allaient lui proposer. Je dis que c'est quand même de la folie. J'espère qu'il va se poser des limites quand même, parce que sinon, on sait à quel point l'appétence, malheureusement, dans certains publics, peut aller dans le voyeurisme terrible. Et attention, c'est pas un point de vue boomer ou réac que j'ai, parce que même nous, si on avait l'âge des jeunes d'aujourd'hui, nous en se transférant à l'époque, si on avait eu les mêmes moyens, on aurait eu peut-être c'est ce que le film dit. Le public a besoin de violence. Et c'est vrai que arrivé à un certain âge, on peut se poser nous-mêmes la question, comment on a évolué? Tu parlais justement de l'adolescence, toi tu l'as vu adolescent ou presque, tu l'as pris comme un actionneur et peut-être une partie de toi était là en mode waouh, c'est violent, c'est cool et tout. On est tous passés par là. Et voilà, après ça pose des questions de comment peut-on c'est difficile hein, de gérer le pouvoir des images à un très jeune âge, que nous peut-être on avait peut-être plus de recul, nous à l'époque on avait moins de médias, quand bien même on pouvait tomber sur des films violents et on était devant quoi. Alors, on était devant et on était fixé par la violence. Est-ce que c'est dans le propre de l'être humain d'être attiré par une forme de violence? Ça, je laisse la question en suspens pour le philosophe que tu es. Ah, mais c'est indéniable qu'il y a un truc très cathartique dans le film et que le film joue justement ça de manière. Il joue à la fois sur le côté cathartique, sur la catharsis que produit ce type de film d'actionneur. Je pense que, encore une fois, le choix de l'actionneur, pour moi, il est pas anodin vraiment dans cette idée d'actionneur un peu bourrin, un peu violent, parce que il y a ce côté où je vais faire vivre au spectateur, mais de manière, si je puis dire, confortable, devant sa télé ou dans sa salle de ciné, l'exercice de la catharsis, vraiment, et en même temps, je le confronte justement à ce truc-là, à ce voyeurisme morbide en fait du spectacle de la violence, tu le disais tout à l'heure, du pain et des jeux. C'est là effectivement on a le confort parce qu'on sait en tant que spectateur nous que c'est une simulation, donc on peut dans une certaine mesure jouir en toute sécurité. Mais quand il te renvoie à la gueule qu'à l'intérieur du film tu as aussi ces mêmes spectateurs qui sont toi-même, qui sont ton miroir littéralement, parce que il y a plein de moments où on est quand il y a les émissions, donc quand Michel Piccoli est sur les lives en fait. Le live qui permet d'expliquer, parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le streaming, parce qu'il y a quand même cette idée-là où à certains moments Michel Piccoli interagit, donc il y a quand même cette idée que quand Gérard Lanvin est en train de parcourir, il y a un moment donné où il peut aller s'abriter, donc il va s'abriter dans un bar, il a 5 minutes où il peut rester s'abriter et après il faut qu'il reparte. Il a un moment de pause dans ces 4 heures-là où il peut se poser et il y a les assassins qui vont arriver et qui vont commencer à être agressifs au sein du bar, donc ils vont casser un petit peu cette trêve à l'intérieur du bar. Et Michel Piccoli, qui est à la télé, puisqu'il y a une télé allumée dans le bar, et Michel Piccoli va directement s'adresser aux tueurs qui sont ici en disant non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et maintenant, toi, tu peux repartir. Comme vous l'avez fait, vous allez avoir des pénalités, vous allez devoir payer une amende pour avoir, dans ces terrains neutres, vous allez avoir exercé la violence. Et pour le coup, ça laisse à notre personnage principal, un petit peu d'avance. Donc il y a quand même cette idée, on a l'impression de manière très Big Brotheresque, pour prendre ça un peu grossièrement, que il y a ce truc-là où t'as l'impression qu'il y a des caméras partout, que tout est il y a un truc très intéressant sur la suspension du jugement dans le film. En fait, il y a le film utilise très peu de caméras diégétiques. On voit les caméras diégétiques, elles sont là, puisqu'on voit justement les caméramans qui suivent en moto, etc. On voit souvent ce truc-là, mais le film ne prend jamais le parti de prendre le point de vue de la caméra diégétique. La caméra est toujours extra-diégétique, quasiment. Je crois qu'il y a un ou deux moments où vraiment on a l'image d'une caméra diégétique. Et je trouve c'est intéressant aussi parce que ça permet aussi de rendre responsables les caméramans. Parce que si on les a à l'extérieur, là on en fait des personnages. On te montre ce qu'ils font. On te montre eux également qu'ils ont une appétence pour cette violence, qu'ils sont là à traquer un petit peu l'image violente, à traquer la mort. Et là, voilà, l'idée, c'est je dirais que Boissel ne les met pas à l'extérieur, il les inclut en utilisant justement la caméra extra-diégétique plutôt pour pouvoir filmer ceux qui filment. Et il y a un truc très intéressant, c'est un film sur le regard énormément,
où on regarde les gens regarder, où on filme les gens qui filment. Et je trouve que cette mise en abîme aussi, justement, du divertissement que nous, spectateurs, sommes en train de regarder en regardant des gens qui regardent un divertissement aussi et qui en jouissent. Et nous aussi, en tant que spectateurs de films d'action, on jouit aussi dans une certaine mesure de ce truc-là. C'est hyper fascinant et ça en devient assez vertigineux. Et je rebondis sur un dernier petit truc que tu disais sur la question de la violence et de la catharsis. Je pense que c'est un film qui a une importance capitale en fait sur le rapport à la violence à l'image en fait et la manière dont on va la questionner. Et je dirais l'émanation qu'il y a dans le cadre social, en fait, d'essayer de transférer ce truc-là dans notre appétence pour la violence dans le cadre social. Je pense que même des films comme alors, je trouve les concepts intéressants. Moi, je trouve qu'il y a un épisode qui est vraiment intéressant. Le reste, c'est assez moyen. Mais ce qu'a fait James de Monaco, par exemple, sur les American Nightmare, dans un contexte, encore une fois, social très différent, il y a un truc aussi intéressant, cette manière de gérer la question de la catharsis, cette idée de faire s'exercer la violence une nuit, justement, dans un point de vue qui est ancré dans la loi et qui donc devient juste pour pouvoir justement exorciser la violence qui est propre à l'humanité. Là, il y a ce truc-là aussi où finalement, dans une certaine mesure, cette émission, elle est censée circonscrire la violence sociale aussi, parce qu'il y a ce moment-là où on va... Et je trouve que... Alors James de Monaco, encore une fois, je trouve les films malheureusement absolument pas à la hauteur du concept très intéressant qui est un concept aussi puissant que celui du prix du danger. Malheureusement, on n'a pas Yves Boisset derrière, on a James de Monaco qui... Et je trouve que justement, c'est le seul qui est parisé par James de Monaco, qui est non, pardon, pas le seul, parce que le quatrième aussi, qui est le cinquième, qui est vraiment le film intéressant. Parce que là, ce qui est intéressant ici dans le prix du danger, c'est qu'il y a quelque chose qui fait écho de manière hyper directe par le genre, notamment à la société de laquelle émane, je veux dire, le film en tant que tel, donc la société française, et puis les liens justement avec l'Europe de l'Est aussi. Dans le cinquième American Nightmare, c'est juste une petite parenthèse. Mais lui, le concept que va chercher donc ce réalisateur qui me semble est mexicain, me semble-t-il, j'ai plus le nom en tête. Lui, il va aller triturer dans ce que finalement aurait dû être American Nightmare depuis le début, c'est-à-dire du western. Et il fait un western, un pur western d'anticipation. Et c'est là que le film en devient très intéressant. Donc c'est vraiment une parenthèse sur American Nightmare, mais je trouve que par rapport à ce que tu disais, j'ai pensé à ça. Donc je me permets de le citer. Ouais, et puis pour rebondir rapidement avant de passer sur le problème, peut-être. De toute façon, on est en train d'anticiper la première thématique Totalement. principale, c'est que les spectateurs participent presque indirectement. On les voit, enfin, dès le début, ils sont là, ils sont autour et on les voit. Ça renvoie aussi au sport. Hein, ils sont en mode supporters ou haters, etc. Et la catharsis absolue, elle est là dans le sens où cette émission, elle permet d'exorciser leur violence, de se reconnaître ou non dans le héros. On voit des petites interviews comme ça. Oui. On va dans un cynisme absolu parce qu'on les sent manipuler, les pauvres, et ils s'en rendent pas compte, ou on sait pas trop dans quel degré de manipulation ils ont été installés dans cet univers-là. On sait pas depuis combien de temps le monde est dans cet état. C'est assez incertain. Et voilà, l'idée d'acheter la paix sociale et le gouvernement qui met son nez là-dedans, quoi. Grosso modo, cette émission, elle est sponsorisée indirectement par le gouvernement en place. Et en profite aussi pour museler la justice derrière et d'interpréter une loi. C'est pour ça qu'il faut se méfier des lois qui peuvent passer. Ces derniers temps, on a eu quelques lois qui sont passées, notamment une autour de l'euthanasie assistée et tout. Attention, comment les futurs gouvernements, par exemple, pourraient interpréter cette loi. Quand on voit ça là, c'est pas idiot d'imaginer que ça pourrait mal basculer. Après, évidemment, ce film reste une dystopie, reste une fiction. Mais il faut se méfier des fois de la fiction qui devient une forme de réalité d'une certaine façon, surtout quand on voit comment le monde bascule un peu partout en ce moment quand même. Hein. Et puis tu parles de la loi, je trouve qu'on est quand même en 80, on est en 83, donc 2 ans aussi après Robert Badinter et donc l'avocation si je puis dire, la peine de mort aussi, ce qui est pas anodin aussi, c'est une autre manière aussi. Et t'as l'impression aussi que dans ce monde-là, enfin parce qu'il y a un des tueurs Dreyfus. Qui parle d'avoir une arme, t'as l'impression que le port d'armes est légal aussi en France. Oui. Hein, on sait pas trop. Le chasseur qui se rêvait chasseur devient vraiment chasseur là, à un moment. Oui, Jean-Claude Dreyfus, il aimait bien les rôles violents. De toute façon, il avait le charisme et le bagou pour faire ça. Jean-Claude Dreyfus est d'ailleurs quelqu'un qui lui-même est un bon vivant. Tu parles de Jean-Yann, je trouve que c'est un acteur qui est un peu du même acabit que Jean-Yann quand il joue, en fait. Il y a ce truc un peu. Il est capable de jouer le monstrueux. Je pensais effectivement à Que la bête meurt, par exemple, de Chabrol, sur lequel peut-être certainement on reviendra. Il y a un truc dans cette truculence du monstrueux que je trouve génial, que trouve autant alors de manière très différente, chez Jean-Yann et chez Dreyfus, en fait. Je trouve que c'est assez fascinant.
aimer jouer les salauds en mode cynisme justement de cette société qui nous permet peut-être forme de catharsis aussi. C'est peut-être que on va pas être des vrais salauds dans la vraie vie parce qu'on a une certaine réflexion, une humanité. Ce sont des artistes avant tout. Mais au moins, tiens, comme les spectateurs qui peuvent exorciser leur violence, on a certains acteurs comme ça qui exorcisent peut-être aussi à travers certains rôles. Ça leur permet d'être peut-être des gens bien ou du moins, en tout cas, meilleurs dans la vraie vie. C'est ça le principal. Même si Jean-Yann, on le sait, il a toujours été. C'était compliqué de le cerner, Jean-Yann. C'était compliqué de le cerner, y compris politiquement d'ailleurs. Aujourd'hui, on verrait dans quel camp peut-être il serait basculé, peut-être malgré lui, comme Coluche. On en parlait avec l'ami Thierry de Pincin en privé et tout. Que seraient ces comiques grandes figures médiatiques de l'opposition et des électrons libres aujourd'hui? On voit ce qu'est devenu Bigard, par exemple, Patrick Sébastien. C'est une sorte de populisme un peu quasi poujadiste qui bascule dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent peut-être même pas eux-mêmes, quoi. Qui sont cités par tout un tas de gens en fait qui se réclament de Coluche aujourd'hui et qui sont de l'autre côté, si je puis dire. On parle même pas de Desproges. On parle même pas de Desproges. Là, c'est encore un degré encore plus violent dans l'humour noir, quoi. Pilote de Zabistro, bravo François. Mais je vous rappelle le règlement. Vite, une autre sortie! Vous avez le droit de rester que 5 minutes. Au fond de la salle. Dans un établissement public. Mais seulement 5 petites minutes pendant lesquelles vos poursuivants doivent observer une trêve. T'as pas le droit! Bertrand, non! Arrêtez, le règlement est formel. Vous n'avez pas le droit de mettre la vie d'innocents en danger. J'en ai rien à foutre! C'est à cause de lui si notre copain est mort! T'as pas le droit! Merde! Stop! C'est un délit de droit commun. Vous pouvez être condamné à 10 ans. Mais arrête! On aura ce salopard dès qu'il sortira. Merci, Jacqueline, merci. Merci, Jacqueline. Vous seul ne serez pas pénalisé. Quant à vous, Bertrand, Édouard et Alexandre, je vous donne une amende de $1000 qui sera retenue sur votre prime. François, vous pouvez sortir librement. Vous avez droit à 1 minute 30 secondes pour vous enfuir, François. 1 minute 30 secondes. Voilà, j'ai 1 minute 30, merde! Eh ben, écoute, est-ce que je te propose, comme on commence à rentrer, je te propose peut-être de se glisser dans les thématiques que je t'ai proposées. Comme ça, on est dans le faux truc et puis ça permet effectivement de continuer à creuser. Alors, je t'ai proposé 2 thématiques. Alors, finalement, comme je te dis, c'est vrai que tu l'as très bien dit, on a commencé un petit peu à rentrer dedans malgré tout. J'ai essayé un petit peu, c'était de séparer un petit peu les 2 pans du film, mais qui en réalité, je pense, c'est malheureusement une quête qui n'a pas vraiment de sens parce que, encore une fois, les 2 sont complètement consubstantiels et complètement accrochés, l'un ne va pas sans l'autre. Mais j'ai quand même eu envie de t'interroger sur cette question de l'action en tant que telle. C'est vrai que j'en ai plus parlé, moi, du côté action, que c'est intéressant. J'ai envie d'entendre parler un petit peu là-dessus, sur la manière dont tu reçois ce concept d'action-là, ce pur concept d'action, qui est celui donc présent dans... donc j'ai appelé cette première thématique vraiment comme ça, un pur concept d'action, de film d'action, pardon. Sachant que j'ai repensé à un autre film aussi, ça je le rejette avant de te laisser la parole, Rollerball de Norman Jewison aussi, qui est un film de 75, et pareil, voilà, on peut en citer tout un tas, c'est assez intéressant, c'est vraiment... Donc voilà, un pur concept de film d'action, qu'est-ce que tu aurais à développer peut-être là-dessus? Qu'est-ce que ça t'évoque? Rollerball, dont je n'ai vu que le remake, malheureusement, il va falloir que je modifie. Mais oui, alors, en fait, le film prend presque un risque, mais est-ce que c'est pas voulu? Nous balancer directement dans la gueule, in medias res, comme je disais tout à l'heure, avec la musique. Alors là, Vladimir Cosma, il s'est fait plaisir, hein. Il a même mis des accents un peu rock'n'roll, tu sais. Voilà, c'est incroyable. On reconnaît à peine son style, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, ça commence d'ailleurs, le film, de mémoire, commence avec un plan sur une flaque d'eau, reflet miroir. Comme ça, hop, l'idée de la catharsis, justement. Tiens, voilà, vous voyez, ça se reflète. Vous allez, la fiction, là, ça va se refléter à vous, mais attention, derrière le miroir, vous êtes là, regardez. Et directement, on est en mode poursuite, action, les spectateurs qui applaudissent. Tu comprends pas ce qui se passe. Si tu n'as pas lu le synopsis ou rien du tout, tu lances le film, tu te dis, tiens, ça va être un film sur le tournage d'un film et tout. Non. On est là, directement mis dans cette scène d'action et tout, et le film prend le risque en fait de faire primer l'action sur le discours peut-être politico-philosophique derrière, mais je pense que c'est volontairement un choix d'Yves Boisset pour tester son spectateur en fait. Tiens,
voilà, vous êtes directement voyeuriste, vous, de ce que je vous montre. Les spectateurs, voyeurs aussi autour, qui sont quand même au milieu du danger. Ils peuvent se prendre, à tout moment, ils peuvent se prendre une balle perdue quand même. Ouais. Et ils sont là, ils applaudissent comme s'il y avait un véritable désespoir, décérébré d'être là. Il faut être là, dans le feu de l'action. Peut-être que c'est des gens qui ont tellement voilà, dans leur vie, ça va pas, d'une certaine façon. Donc, ils se rapportent uniquement à ce moment de divertissement ultime, sans réfléchir à ce qu'ils regardent. Et Boissé, il est là en disant, est-ce que le spectateur va aussi se transposer dans ce moment d'action, sans réfléchir à ce qu'il regarde? Je pense que c'est volontairement un test. Moi, je pense. En mode, il aurait pu commencer en mode, voilà, la France dans un avenir proche, il y a eu des lois qui ont été passées. Pas du tout. D'ailleurs, tout ce contexte politico-social, on l'aura par le discours très cynique plus tard, évidemment, du chef j'allais dire de TF1, c'est pas TF1, mais c'était le TF1, voilà, de la productrice, de machin, on les voit là dans leur tour d'ivoire en mode à tout commenter et tout. Eux, ils commentent l'action et limite, ils pilotent l'action et ils la commentent en même temps. Avec le pion, évidemment, le pion, la voix du peuple, donc joué par Michel Piccoli, qui en fait des tonnes et tout, et qui fait partie de l'action aussi d'ailleurs. Dans son phrasé en mode c'est formidable, c'est entre Léon Zitrone et Jacques Martin. Les enfants sont formidables. Là, c'est plutôt les gens sont formidables, ils regardent tout ce qu'on leur donne et ils bouffent de la merde et ils en sont très heureux. Voilà. Et côté cynisme dans le cynisme, on y reviendra après sur les scènes de certains spots gérés de façon en contretemps terrible après des moments d'émotion, notamment de la femme qui perd son mari parce que le spectacle est terminé, le premier candidat meurt, mais il continuera, le spectacle continue. C'est terrible. Et en fait, oui, toutes ces scènes d'action, qu'elles soient là, où on reviendra plus tard sur la scène aérienne, qui a demandé, je pense, beaucoup de budget, mine de rien, et il y a quand même des choses ils ont réussi à construire un dirigeable pour le film. Oui. C'était assez ambitieux. Et toutes ces scènes d'action-là, qui nous sont là juste, en fait, pour montrer le désespoir, et même le désespoir du personnage principal, donc joué par Gérard Lanvin. Patrick Devers aurait été génial dans le rôle, aussi. Ouais. Il est là, Gérard Lanvin, il va même contre l'avis de sa petite amie pour être le héros de cette action. Pour le pognon, lui qui vient d'être au chômage, on sent le gars qui était dans la classe plus ou moins moyenne, mais qui a sombré, comme beaucoup de gens dans ce monde peut-être. Et lui aussi, il se perd complètement dans le bazar, quitte à même sacrifier son couple. En fait, l'action ici rime avec désespoir ultime. Décérébré, oui, mais ces gens n'y sont pour rien. Ils ont été désespérés par le monde dans lequel ils vivent, et ils n'ont plus que cela pour se raccrocher à la vie. Ouais. Quoi. Et c'est vrai que c'est terrible, parce que on va pas faire des parallèles avec le monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que plus tu es dans une forme de désespoir, plus tu vas te raccrocher comme ça à des représentations. C'est presque baudrillardien aussi. Oui, une sorte d'hyper-réel. Ce film propose une sorte d'hyper-réel désaxé de l'époque. Mais en fait, cet hyper-réel devient presque une forme de réalité aujourd'hui avec le recul. Même toute proportion gardée, bien sûr. Et c'est vrai que si vous lisez Simulacre et Simulation de Baudrillard, il y a des passages qui font froid dans le dos. Là aussi récupérable, peut-être très à droite, évidemment. Mais c'est ça qui est d'autant plus fascinant, c'est que de voir comment le monde qu'il essayait de voir se reflète dans un miroir d'une réalité aujourd'hui qu'on veut rejeter nous, mais que certaines personnes embrassent. Et là, on voit beaucoup de gens qui embrassent cette réalité, à part ce groupuscule mené par Andrea Ferréol, mais qui malheureusement est voué à l'échec. Tu parlais de quête d'échec tout à l'heure. Cette idée de l'action pour l'action, de l'action dans l'action, c'est pour montrer qu'on fonce tout droit dans un mur, quoi, en fait, à l'image du personnage principal. Et puis il y a ce truc-là, tu dis, c'est un perso, ce que tu dis est vachement intéressant sur ce personnage qui va se battre pour devenir le protagoniste. Et c'est pour ça que sur la mise en abîme, je trouve que c'est très intéressant parce que le film, en fait, on parle d'Edgar Wright tout à l'heure, tu parlais d'Edgar Wright avec le Running Man, donc qui va sortir récemment. Quand on regarde un film comme Hot Fuzz, on a deux personnages de filles qui se font chier et ils vont littéralement basculer dans un film d'action. C'est-à-dire que le village dans lequel ils vont se retrouver, puisque le personnage de Nicolas Angel quitte la ville où il se passe rien, où il se fait chier, il est trop performant, on le balance, on le transfère dans une petite campagne anglaise où on se fait chier, il se passe rien. Et finalement, il va se rendre compte au fur et à mesure, en fait, le village est en tant que tel un film d'action. Et il va rentrer, il va devenir le protagoniste du film d'action, qui est cette ville en tant que tel. Et je trouve qu'il y a ce truc-là. Et alors, pour le coup, dans Hot Fuzz, on va en jouir, on va s'en amuser, ça devient très ludique. Ce que je trouve et ce qui est très intéressant,
Ce qui est très intéressant dans Hot Fuzz, c'est que ça bascule aussi indirectement dans cette horreur lambda de ce peuple local, le folk horror et tout. Ben là, indirectement, dans le prix du danger, même si c'est pas tout à fait pareil, on a le folk horror du regard de ces spectateurs qui sont dans le bord. Enfin, on a mal pour eux. Moi, j'ai mal pour eux quand je les vois hyper exaltés et tout. C'est peut-être c'est le reflet du folk horror à travers l'horreur médiatique de l'action pour le divertissement. Quoi. Mais il y a ce côté effectivement où même dans Hot Fuzz, c'est pour ça je trouve que c'est le fait qu'il aille vers Running Man, qui effectivement est plutôt est en lien pour le coup avec le bouquin de King et puis surtout le film d'origine, si je puis dire, adapté de King. Il y a ce qui est intéressant là, c'est que le lien qu'on peut établir, c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas, alors, je me suis mal exprimé, je trouve que c'est pas anodin que Edgar Wright s'intéresse à ce genre de choses. En fait, c'est super cohérent avec sa carrière globalement. Et je trouve que pour le coup, le lien à établir pour le coup donc avec le prix du danger est intéressant là-dessus, où chacun finalement, quand on est rentré dans le film d'action, et ça revient à la question de la banalité du mal, hein, parce que le film en parle très bien, je trouve que la séquence notamment où Michel Piccoli présente les différents assassins et qu'on montre que ces types-là, c'est des mecs qui sont banals, c'est vraiment des mecs qui se font chier dans leur vie, qui effectivement, tu lis, ont besoin, ne trouvent plus d'espoir dans le quotidien. Et peut-être la seule manière de reprendre contact avec leur existence, de reprendre main sur leur vie, reprendre prise sur leur vie, c'est de se jeter dans cette ultra-violence, c'est de reprendre contact avec leur finitude, avec leur mort, hein, parce que c'est littéralement ça, en fait. Il y a cette idée, je vais citer Yann Kounen et Jean Dujardin, de manière un peu grossière dans L'homme qui rétrécit, mais cette idée finalement, est-ce que pour mieux vivre, il ne faut pas justement se confronter à cette mort-là? Est-ce qu'il ne faut pas mourir pour apprendre la vie, pour faire ça un peu grossièrement, pour reprendre la phrase qui parachève quasiment, en tout cas, le film de Yann Kounen. Mais je trouve c'est intéressant dans cette manière peut-être de penser. Alors pour le coup, on va revenir à la citation de base qui est la socratique, vivre, c'est apprendre à mourir. Il y a un truc comme ça qui est intéressant dans cette idée que ces gens-là se font chier, sont dans cet désespoir absolu, et effectivement que la seule manière, encore une fois, de retrouver de l'espoir, c'est d'aller se confronter à l'extrême, d'aller se plonger dans les choses les plus noires, les plus sombres, les plus violentes. Et dans ce cas-ci, et pour revenir à Hot Fuzz et le lien avec, c'est que tout le monde peut être un assassin. Tout le monde peut se complaire dans cette violence de Hot Fuzz. Toute la ville semble être peuplée d'assassins, comme il y a John Wick aussi, hein, qui joue sur ces trucs-là, en fait, et de manière très baudrillardienne. Mais je sais pas. Mais tu sais, Hot Fuzz, ou son extension de la trilogie Cornetto, le dernier pub avant la fin du monde. Totalement. Oui. Ces gens qui ont été, du coup, pour le coup, manipulés et qui sont tellement décérébrés par le réseau, hein, le fameux, sans en dire plus, pas trop spoiler ce film. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, mentalement marque Edgar Wright. Et je pense que dans Running Man, oui, si vous voyez son Running Man au cinéma, là, on va retrouver du Hot Fuzz et du dernier pub avant la fin du monde. Côté zombifié aussi de la population autour qui ne s'en rend pas compte des choses. Et là, on en revient à Shaun of the Dead avec Totalement. Aussi, c'est plus sur la trilogie Cornetto que ce qu'il fera ensuite ou avant, ce qu'il fera avec Baby Driver. Quoique Baby Driver, ça peut être amusant aussi, de point de vue et tout. Mais c'est passionnant tout ça. Et je pense que Edgar Wright, ce serait intéressant de lui demander en interview s'il a vu Le Prix du danger. Ouais. Parce qu'il a dû avoir connaissance de la polémique par rapport au film d'origine. Bon, forcément. Mais bon, cette action d'adrénaline, voilà, le besoin d'adrénaline, quand on n'a plus aucun espoir, on peut plus se raccrocher, voilà, à l'amour, à la compassion et tout. On ne peut se raccrocher qu'au négatif. C'est pour ça que notre monde actuel devient de plus en plus violent et tout, parce que il se construit sur un désespoir. Voilà, on est en train de subir tout simplement une société qui s'est enfoncée de plus en plus profond dans une forme de capitalisme décérébré et exalté, qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien que des courants d'extrême droite libertariens, par exemple, qui se veulent soi-disant anticapitalisme, mais en fait qui embrassent le capitalisme autrement, etc. Mais bon, les gens ne s'en rendent pas compte, et d'ailleurs c'est pour ça aussi, hein, petit moment politique, mais parler cinéma, c'est politique aussi. Totalement. La montée de l'extrême droite, montre le désespoir ultime des gens qui forcément, ça on l'a vu, c'est une boucle historique, se tournent toujours malheureusement vers des fausses solutions de facilité qui vont les précipiter plus bas. Voilà. Certains vont avoir l'illusion d'être du bon côté jusqu'au jour où ils seront aussi traînés dans la boue d'une certaine manière. Et là, on en revient aussi à Orwell et tout. Alors, on rentre dans des portes ouvertes là, mais ces portes ouvertes finalement viennent de gens qui ont été visionnaires ou tout simplement observateurs du monde et qui ont senti l'évolution de celui-ci. Et c'est pour ça que par rapport à ce que tu dis, en fait, finalement, pour peut-être paradoxalement à ce que j'ai dit tout à l'heure, plus le film avance, moins l'action est jouissive. C'est-à-dire qu'il produit quelque chose il renverse complètement le truc. Et il y a un petit peu ces moments finalement où, qui jouent, qui
témoigne parfaitement de l'hypocrisie en plus de ce système, de cette émission, où quand le personnage de Gérard Lanvin va décider vraiment de se défendre, et donc il va tuer un par un, si je puis dire, ses assassins, il y a ce truc-là où soudainement, ah mais vous n'avez pas le droit de faire ça, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas tuer. Et il y a cette hypocrisie absolue qui se développe à ce moment-là, qui est intéressant, et qui fait que le film, à ce moment-là, n'est absolument plus jouissif. C'est-à-dire qu'il arrive à vider l'action. C'est un film d'action qui joue sur le mouvement, c'est un mouvement continu, c'est une fuite en avant continue, donc c'est une dialectique de film d'action. Mais ce qu'on tire de cette dialectique-là, la plupart du temps, c'est plutôt de la jouissance. Tu disais de l'adrénaline, il y a un plaisir à ça. Le film, plus il avance, moins il est plaisant. Il y a un truc où cette action devient délétère, devient moribonde. C'est terrifiant, mortifère. Il se rend compte qu'il n'a pas de droit. De toute façon, c'est visiblement une société qui a refuté tout état de droit. Hein. Tout parallèle avec certains hommes politiques français récents qui ont remis en question l'état de droit, évidemment, est purement fortuite, ou pas. Et cette idée que plus il pense se rapprocher d'une forme de vérité et d'y croire, parce que on sent qu'il est fort et va peut-être s'en sortir, plus il se rend compte qu'il a été manipulé, les dés sont pipés déjà de l'intérieur avec des spectateurs complices qui l'aideraient, même des enfants. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. Et c'est vrai que il se retrouve dans un état où en fait il peut pas arriver au bout de sa quête, un peu à l'image du personnage principal dans The Wicker Man. Tiens, on parlait de folk horror, où il se retrouve en fait dans la manipulation de la manipulation, et ça ne peut que mal se terminer quoi qu'il arrive. Il est condamné d'avance. Le personnage Gérard Lanvin est un petit peu le fou nécessaire, mais le fou dans les deux sens du terme, de fool ou de madman. Du coup, parce que, évidemment, le film choisit la facilité, certes, de basculer l'action ultime et finale dans la folie. Est-ce que c'était nécessaire? On ne sait pas. On reviendra peut-être sur la scène ensuite aérienne de la culbute, qui, indirectement, annonce la fin du film, où on le voit, il réussit son truc, mais il va finir par se cracher, on se demande volontairement ou pas, et il finit blessé. On sent déjà que de toute façon, il a mis le doigt dans l'engrenage et ça peut pas bien se terminer, quand bien même il arrive à tuer tous ses assassins. Mais il y a toujours le boss final, et le boss final, c'est quoi? En fait, c'est la société et c'est le média, le média, le gouvernement, tout ce qui est ici, le concept ultime d'un état média de non-droit, quoi, en fait. On comprend l'idée que c'est presque un état média. On se demande si CTV, la télé, là, si c'est pas indirectement subventionné par l'État, quoi. Enfin, c'est l'inversion de la télé publique, en fait, si tu veux, ou l'aversion même, parce que beaucoup de gens aujourd'hui rêvent de mettre fin à tout espace public. Et pour quelle raison? Pour qu'il n'y ait plus qu'une pensée unique derrière, bien sûr. Contrôlée par quoi? Par la privatisation, par l'argent. Bon, on en revient un petit peu à ici. Là aussi, d'ailleurs, la quête de l'action vers l'argent. Le sacro-saint argent. Évidemment. Mais après, avec l'argent, qu'est-ce que tu vas avoir dans ce monde-là? Oui, si tu t'associes aux puissants, peut-être. Mais bon, question morale derrière. Alors, sa petite amie lui pose la question. Il y a une séquence très intéressante, parce que le film, effectivement, il y a cette séquence d'ouverture qui est effectivement très action, qui est in medias res. On a toute la course-poursuite des 4 heures une fois que l'émission est lancée. Mais c'est vrai qu'entre les deux, on a vraiment une pause, ce qui permet justement d'amplifier les moments, l'action par la suite, où on a effectivement ce dîner avec cette petite amie, où on apprend à côté personnage Gérard Lanvin, et elle le questionne sur qu'est-ce qu'il fera de cette thune-là. Et je dirais, il y a presque ce truc-là où on a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il en fera, qu'il a cette quête d'une sorte d'abstraction qu'est cet argent, mais il sait pas vraiment ce qu'il veut en faire derrière, et elle ne le suit absolument pas dans ce délire-là, puisqu'elle, pour le coup, est très lucide. Je trouve que le personnage peut-être le plus positif de ce film-là, c'est sa petite amie. D'ailleurs, elle est expurgée du film assez vite, en fait, elle disparaît vraiment du chose, parce que c'est le seul, peut-être, reflet de... On parlera de la position de la femme aussi, parce que je trouve qu'il y a des trucs intéressants, ça merde. Il y en a deux. Il y en a deux qui disparaissent. Il y a deux contrepoids qui disparaissent volontairement parce qu'ils basculent le film dans le désespoir. Il y en a une qui reste, et celle-ci, on croit qu'il va y avoir un questionnement, mais en fait, ça on en parlera peut-être pour la télévision de demain, entre guillemets, l'autre thématique, mais très important, le personnage de Marie-France Pizier. Et tout ça est une illusion, en plus. Il y a vraiment ce truc-là où on est dans l'illusion totale. C'est quand même marrant que tu parles de... Je trouve ça super que tu parlé du Derrière avant la fin du monde. Je pense aussi beaucoup à Invasion Los Angeles, des films justement qui jouent sur cette idée. C'est pas un body snatcher du tout. Le film d'Ivoissé n'est pas un body snatcher, mais je trouve que dans ce truc-là de parler de la question des apparences, du rapport, il y a un truc effectivement. Et tu parlais de zombification, le public. Il y a ces moments-là où on voit la foule s'approcher, qui est quelque chose de très proche du film de zombie à certains moments où on sent ces personnages. Ils ont été body snatchés. Ils ont été body snatchés par l'État et les médias, quoi. Là, du coup, on peut en revenir aussi à Vidéodrome, Totalement. C'est quelque chose qui,
oui, ça, finalement, tous ces films-là, un peu, entre guillemets, de complot aussi, hein, mais Oui, là, plus sur les médias et tout, c'est une forme de body snatcherisation, hein, excusez-moi du terme, des c'est un très beau mot. esprits, surtout. Ouais. Ils sont vidés de leur esprit, et ils en deviennent, oui, ces zombies et tout. Ils sont pas mieux que les gens qui sont possédés ou qui sont morts-vivants dans certains films. Hein. Même Ouais. Romero aurait pu aimer Ah, mais Le totalement. Prix du danger. Mais c'est des thématiques courantes qui montrent, en fait, tous ces films-là, mélange de genre et tout, le film de genre qui questionne encore plus politiquement souvent la société, montre que le monde évolue vers une déshumanisation globale. Mm. Alors c'est pour ça qu'après tu peux récupérer ça en mode faussement libertarien ou communiste ou comme tu veux, hein, mais ça pose la question que de toute façon, quoi qu'il arrive, le mal capitaliste qui est là depuis déjà plus de 100 ans à l'époque, hein, on vous renvoie par exemple à la naissance du capitalisme peut-être dans un grand film américain qui s'appelle There Will Be Blood. Alors ça montre une autre version, évidemment, un autre versant, et on voit, ça vient des États-Unis le capitalisme, oui et non, hein, mais ça, c'est là-bas que ça c'est la révolution industrielle, tout ça, l'espoir que, oui, les gens sont devenus riches et tout, mais derrière c'est juste pour exploiter ceux qui n'ont pas la chance d'eux. Et ben là, les gens sont exploités et ils n'ont plus rien, ils ont plus d'attache en fait. La seule attache là-dedans, c'est cette émission. On peut imaginer que ces gens, ils attendent à chaque fois ce direct, cette émission, vite, c'est leur opium, quoi. C'est l'opium du peuple de l'époque. Alors, justement, comme on est là-dessus, je vais me permettre de basculer, justement, parce que là, tu as très bien... Alors, je vais te poser la question. Alors, je trouvais le truc intéressant quand je me suis renseigné, parce que je n'avais pas vu cette émission-là, des dossiers de l'écran, cet épisode-là, en tout cas, j'en ai vu quelques-uns, mais pas celui-ci, et puis il n'est pas trouvable, malheureusement, sur la chaîne de l'INA, notamment sur YouTube, j'ai cherché, pas trouvé. Il y a le 3 février, donc j'ai noté la date, le 3 février 1987, soit donc ça va être la première diffusion, il me semble, du film à la télévision, pour le coup. Il y a donc un épisode des dossiers de l'écran qui va donc faire suite à la diffusion du Prix du danger d'Yves Boisset. Et la question qui guidait le débat, et c'est celle-ci que je voulais te poser justement, et que tu as totalement très bien anticipé tout à l'heure. Alors je vais reprendre exactement pour pas me tromper sur la formulation et la garder. Quelle télévision pour demain? Alors, c'était une question très française à l'époque, mais vous alliez déjà outre-Atlantique aux États-Unis et un peu au Royaume-Uni. Il y avait déjà les premières téléréalités, hein, depuis peut-être une petite dizaine d'années. Alors, je sais pas si au Japon en même temps, parce qu'on sait qu'au Japon, ils ont fait des émissions de télé très extrêmes, hein, aussi. On y pense. Alors, Kitano indirectement était des présentateurs de ce genre d'émissions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, déjà dans les années 80, c'était quelque chose qui commençait à basculer. Mais en France, pas trop. Alors, il y avait des émissions télé, évidemment. Léon Zitrone, Jacques Martin, qui mettait le spectacle au-delà du spectacle en avant. Hein. Je ne sais pas s'il y avait l'école des fans à l'époque, mais probablement, les enfants peuvent être cruels. Mais là, c'est pas les enfants qui sont cruels, c'est le monde et la société. Et je crois que Jacques Martin, d'ailleurs, a très mal pris. Évidemment, il s'est senti visé. Même Michel Drucker s'est senti visé. C'est quand même passionnant, cette histoire. Pourtant, Michel Drucker, vous aimez des filles, vous aimez les chiens, c'est le gentil absolu, il est toujours gentil, très consensuel, peut-être pour ça. Hein. Ouais, mais là, des fois, il est faussement lisse, ce personnage Michel Piccoli, là, surtout quand il présente des spots autour de la fin dans le monde, quelle horreur, hein, ça. Le voyeurisme ultime, cette scène-là, oh, tiens, quelle est télévision pour demain? Ce genre de truc, malheureusement, on l'a eu. C'est-à-dire que le voyeurisme de ces émissions, et puis avec tu sais, le ton faussement compatissant, alors qu'il en a rien à fiche, et puis derrière, plus tard, on a une pub sur le cacao, je sais pas quoi. Bon, mais horrible, elle est horrible, cette séquence de la pub sur le cacao aussi, elle est vraiment atroce. Ah là là, et puis avec la danse, oui, très post-coloniale, c'est voulu, hein. Yves Boisset a fait un film sur la guerre d'Algérie. Alors, je ne connais pas la teneur, hein, donc, du film RAS, s'il y avait vraiment une critique, ou il épousait un regard post-colonial. Je vous renvoie au dernier livre d'Alain Brossat, dont j'ai pu discuter avec l'auteur sur ma chaîne. Qui était passionnant. Parler de cela, hein, malheureusement, même quand on veut dénoncer, on a toujours un point de vue peut-être post-colonial sur certaines choses. Alors, récemment, il y a eu L'étranger de François Ozon, où François Ozon glisse des trucs qui ne sont pas dans le bouquin d'Albert Camus. Mais est-ce qu'il a fait ça forcé ou pas? C'est une bonne question, toujours. Après, ça, comme je le disais à moi-même, même s'il y a des choses que j'ai aimées dans le film L'étranger de François Ozon, c'est un noir et blanc qui est très blanc sur blanc quand même, hein, dans la saturation du blanc, dans tous les sens du terme. Mais bon, malheureusement, est-ce qu'on ferait mieux, toi et moi, parce que nous aussi, on est des enfants, voilà, enfin, et oui, on a la chance d'être parmi les privilégiés. Totalement. Dans notre société, hein, il faut le dire. Mais du coup, voilà, le regard d'Yves Boisset sur ça. Alors sur la télévision pour demain,
Bah oui, évidemment. J'aimerais beaucoup le voir, ce débat. Parce que, évidemment, que ça annonce la télévision de demain. Qui clairement, alors, on n'est pas allé dans l'extrême de faire mourir des gens en direct. Pas à la télé, en tout cas, du coup, mais indirectement sur streaming, avec la liberté potentielle de streamer ce qu'on veut, avec manque de modération. Bah, c'est arrivé récemment. Mais la télévision pour demain d'aujourd'hui, la télé-réalité, quand même, quand on voit, nous, on a connu le début de la télé-réalité en France avec Love Story. Oui. Bah, déjà à l'époque, hein, oui, bah, quand Loana et Jean-Édouard, je l'avoue, j'avais 20 ans à l'époque. Quand on m'avait dit, parce que ça passait, je crois que c'était passé sur une télé, c'était le premier truc du câble à l'époque. Quand on m'a dit Loana et Jean-Édouard ont fait crac-crac, c'était là en mode ah bon, tiens, il y a des images, mais tu sais, genre à la télé, avec mais la curiosité maladive, quoi. Bien sûr. Oui, bah là aussi, on est là, voir des gens filmer 24 heures sur 24, déjà à l'époque. Bon, après, on parle même pas de Secret Story, on parle même pas des téléréalités d'aujourd'hui qui sont de toute façon toutes scénarisées avec des acteurs faussement réels, hein. Voilà. Oui, le voyeurisme. Ce que dit très bien le film d'ailleurs, hein, sur cette idée de la scénarisation, puisque effectivement, tu le disais très bien tout à l'heure, les bons samaritains qui viennent aider le personnage de Gérard Lanvin, effectivement, on peut effectivement fortement douter pour la plupart de leur total, voilà, tout ça est scénarisé, tout ça est écrit, tout ça, voilà. Et effectivement, la fausse réalité. La fausse réalité. L'hyper réel n'a pas de réalité, en fait. Totalement. Et cette idée qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait déjà en France les premiers jeux télé où les gens venaient presque des fois se donner en spectacle indirectement pour gagner évidemment un jeu. Et le juste prix, je crois que ça avait commencé le juste prix dans les années 83, je sais pas. On peut y penser. En mode, des fois, t'as des gens qui surjouaient leurs réactions avec des présentateurs que j'aimais bien regarder. Moi, j'aimais bien regarder Patrick Roy, Christian Morin et tout, plus jeune. Enfin, là, je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Les moins de 40 ans, voilà, pour le coup. Je me fais vieux. Mais dans cette idée que, oui, c'était surjoué. Les présentateurs, Jacques Martin surjoué. Moi, je regardais l'École des fans ou Le Monde est à vous et tout. Mais en fait, tu regardais un showman. Parce que Jacques Martin, c'était un très bon showman, faut le dire. Léon Zitrone, quand il présentait les trucs sportifs ou les mariages de princes et de princesses, comme Stéphane Bern a pris la suite et tout, c'était du spectacle. Hein. Évidemment, tout ça pourquoi? Pour l'audimat, parce que ce sont des télés qui veulent les spectateurs et gagner de l'argent. Le verre est dans le fruit. Donc la télévision pour demain, déjà dans les années 80, la télé voulait générer du profit. Et c'était peut-être pas le cas au tout début de la télévision française, qui était plus là pour informer peut-être. Et très vite, ça a basculé dans la société du spectacle. Hein, de toute façon. Puis tu le disais, ceci étant dit, finalement c'est la grande hypocrisie aussi de la télé contemporaine. Certes, tu as raison, on n'est jamais arrivé aux extrémités que propose Yves Boisset avec des mises à mort en direct. Ceci étant dit, de manière beaucoup plus vicieuse et pernicieuse, on y assiste quand même dans une certaine mesure. Alors pas de la mise à mort autant que suppression de la vie sur truc, mais tu parlais par exemple de Love Story par exemple. Love Story, ça a été finalement la mort psychologique de certains individus. C'est-à-dire que cette idée des pains et des jeux, de donner des gens, des pauvres personnes en pâture à un public toujours avide de violence, de clash et autres, ça fait des gens qui sortent de ce truc-là et qui sont complètement détruits et qui finalement ne font que errer tels des zombies dans un réel, qui vont tenter parfois de se donner la mort. C'est le cas par exemple de Loana à plusieurs reprises, etc. Elle a failli, et qu'elle a failli à plusieurs reprises. Donc certes, la télé ne met pas à mort de manière littérale, au sens, c'est pas elle qui tient l'arme à feu ou le couteau, j'en sais rien, ou autre, qui va abattre la personne, mais il y a une destruction, il y a une mise à mort psychologique en fait face au spectateur, qui fait que finalement, certes, Yves Boisset exacerbe le côté purement physiologique de la mort, pour mieux parler de la destruction psychologique que peut créer la télévision, et la mise à mort psychologique à laquelle on assiste, et on aime assister, on prend plaisir à assister. Et après, de toute façon, depuis le film date des années 80, mais depuis la fin des années 60, Guy Debord, avec la Société du spectacle, l'avait déjà, de toute façon, tout était annoncé. Alors la télé n'est qu'un des éléments de ce spectacle-là. Moi, quand j'étais plus jeune, je l'avoue, je regardais quelques courses automobiles et tout à la télé. Quand il y avait des accidents, on était là en mode et tout. Puis d'ailleurs, il y a eu un basculement quand j'ai vu la mort en direct, pour en revenir à Bertrand Tavernier, hein, du coup, la mort en direct d'Ayrton Senna, c'était en 94. Ça m'a calmé derrière. Ça a été un des traumas quand j'ai appris plus tard. Et on a vu quand même la mort de quelqu'un, quoi. On avait beau s'extasier peut-être devant le spectacle des accidents, parce que de voir ces crashs, tiens, on revient à Cronenberg directement, qui peuvent jouer, une forme de violence qui se joue sous nos yeux, même quand il y a d'autres sports, hein, le catch aussi, je regardais du catch quand j'étais plus jeune. Évidemment.
et des fois, alors, par contre, quand la réalité te rattrape et que tu vois que malheureusement il peut y avoir des accidents qui sont fatals, etc., ça calme direct. C'est là d'ailleurs peut-être que nous en tant que spectateurs, alors moi pour l'époque adolescent à l'époque, tu commences à gagner une conscience. Voilà, tu prends conscience des choses. Et là, on peut se poser la question, est-ce que, et là le film le met botte peut-être trop en touche là-dessus parce qu'il veut être désespéré et tout. Est-ce que certains spectateurs finissent par prendre conscience? Alors oui, on voit le personnage d'Andrea Ferréol et de ces gens qui manifestent. On voit certaines banderoles, des banderoles en mode CTV égale SS. Bon, c'est intéressant ça aussi. Mais là aussi, c'est sorti du jeu, comme la petite amie et tout, qui a une conscience. Parce que Yves Boisset décide d'être dans le pessimisme alors, peut-être. Peut-être voulait-il montrer que ça allait mal se terminer. Est-ce que c'était ça qu'il voulait montrer? Parce que ça se termine mal. Ça se termine pas par la mort du personnage principal. Totalement. Et c'est sa mort morale et mentale, parce que c'est peut-être pire pour lui. Il va peut-être être dans une folie à vie. Et j'aime bien la fin, entre guillemets, j'aime bien, avec des guillemets, en mode, il reviendra dans une prochaine émission. Mais le pauvre. C'est-à-dire qu'on va le vider de toute substance jusqu'à ce qu'il se suicide en direct, quoi. Grosso modo, c'est l'idée, quoi. Ouais. Et ça ramène à cette idée qu'effectivement, je trouve qu'en plus la fin annonce très très bien en fait justement cette télé de demain, c'est-à-dire finalement peut-être que dans la télé de demain on n'aura pas des mises à mort en direct, par contre on aura des mises à mort psychologiques. Et voilà un exemple de mise à mort psychologique d'un personnage qui est complètement aliéné par le truc, qui s'aliène dans le système. Et je trouve que c'est assez génial en fait de poser ce truc-là en fait, parce que finalement il revient à une réalité beaucoup plus concrète, parce que le spectateur peut se dire ça arrivera jamais, on n'ira jamais jusque là. Sauf que ce que le film te dit, c'est que on n'ira peut-être pas jusque-là, encore une fois, de manière directe, à mettre en scène un jeu dans lequel le personnage va littéralement mourir à l'écran, mais peut-être que par contre, cette mise à mort psychologique, tu y assistes déjà, et tu y assisteras très certainement très vite à la télévision. Et je trouve que cette manière de ramener un réel très concret, qui fait que le spectateur ne peut plus prendre de distance, parce qu'il se dit, à la fin, voilà, encore une fois, la mise à mort littérale, elle ne se produit pas, mais en même temps, c'est une mise à mort à laquelle on assiste, et encore une fois c'est une mise à mort, tu l'as dit, morale, mentale, psychique, etc. Et ça, c'est ce à quoi véritablement peut-être dans un premier temps vous avez assisté, parce que d'ailleurs encore une fois ce que je disais tout à l'heure, peut-être que vous y assistez déjà. Et je trouve ça ultra fort en fait de ramener à quelque chose finalement de très concret à la fin, et de refuser cette idée de la mort physique pour arriver à cette mort psychique. Ah oui, non, mais c'est pour ça quand tu parlais de They Live, de Carpenter, ou même Romero, tous ces gens-là ont senti aussi au-delà. Le monde est devenu un spectacle. Voilà, la société doit toujours aller plus loin. Il faut consommer plus. Il faut chercher la célébrité à tout prix. Beaucoup de gens veulent de l'argent et être célèbres. D'accord, très bien. Une fois que tu as de l'argent et que tu es célèbre, qu'est-ce qui te reste? Niveau intimité, niveau moment, tes vrais amis, sont-ils toujours tes amis? Sont-ils intéressés? En fait, beaucoup de gens, une fois célèbres et riches, vivent un cauchemar. Hein. Ça se sait pas trop, mais on le voit. Il y a des gens, des célébrités qui finissent par se suicider globalement parce qu'elles peuvent plus. Voilà, elles peuvent plus. À un moment, il y a beaucoup de célébrités qui arrivent à s'en sortir parce qu'elles décident de prendre du recul et de se retirer du monde médiatique. Et il y en a de plus en plus qui le font, ça d'ailleurs, quand on y pense. Il y a de plus en plus de sportifs, par exemple, qui décident de prendre leur retraite plus jeunes. Enfin, à un moment, ils arrivent à un bout, quoi. Mais c'est ça, ou qui essayent de garder leur vie privée la plus secrète possible, ce qui est très difficile, parce qu'aujourd'hui, les paparazzis sont partout. Voilà, potentiellement. Mais oui, à trop vouloir, c'est ça, l'appât du gain. C'est une chose qui était très humaine, qui est humaine peut-être, d'accord. Mais à un moment, dans cette société de surexposition, ça se transforme en cauchemar. Et vous avez énormément de films qui en parlent de toute façon de ça. Et puis qui en parlaient déjà à l'époque, et même les premiers, les films de zombies, tout ça. Enfin, c'est pour ça qu'on est dans le GOC finalement. Que beaucoup de gens pourraient se dire, le prix du danger dans genre d'origine contrôlée, bah oui. Là, c'est même genre d'origine incontrôlée. Non, mais le genre, de toute façon, voilà, notre émission GOC revêt plusieurs potentiels styles de films, parce que le genre, c'est pluriel, de toute façon. Totalement. Qu'est-ce que le genre? Le genre, on peut le trouver presque partout, des fois, le genre. De toute façon. Totalement, en plus. Voilà. C'est un moyen pour susciter des émotions aussi, avec des tropes narratives. Donc oui, ça peut être absolument partout. Chers amis, chers téléspectateurs, bonjour. CTV et moi-même sommes réunis aujourd'hui sur ce splendide terrain d'aviation. Vous entendez derrière moi la puissance de ces engins qui ronflent. Nous sommes réunis aujourd'hui afin d'ouvrir
avec Culbute, le cycle merveilleux de notre 4e émission, le prix du danger. Mais sans plus attendre, faisons connaissance avec nos 3 candidats si sympathiques. Et alors justement, je vais me permettre de basculer parce qu'on a dit énormément déjà. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais basculer. Voilà, revenir sur la culbute. Et alors, moi, c'est une séquence extraordinaire. J'en avais beaucoup de souvenirs. C'est un truc qui m'était beaucoup resté en tête, même encore plus que le reste du film. Et qui, tu l'as très bien dit, qui revêt quelque chose de profondément tragique parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'annonciation quand même de ce qui va se passer à la toute fin. C'est une séquence que je trouve intéressante parce qu'elle fait écho à la dernière séquence aussi. On va revenir sur la séquence. Donc l'idée, comme d'habitude, je la mettrai en fond sonore. Comme d'habitude, j'aime bien mettre ça pour éviter de me faire striker évidemment, mais vous aurez au moins un peu l'ambiance du truc. C'est la première épreuve. Voilà. Là, vous allez entendre des avions, vous allez entendre Michel Piccoli s'extasier, c'est bien. Ça va être bien. Et alors, c'est vraiment une séquence simple hein, pour juste la citer, la situer. On est vraiment sur la première séquence d'action, si je puis dire. Exception faite évidemment de la toute première dont tu as parlé tout à l'heure, très bien. Mais on a eu cette longue pause avec la séquence du casting que je trouve aussi hyper intéressante. Peut-être y revenir aussi sur le cynisme de Bruno Kremer qui regarde chacun des membres des candidats qui candidatent justement pour jouer au jeu. Et donc il y a le premier jeu, ils en ont sélectionné 3. Et donc on a un jeu éliminatoire avant de participer véritablement au prix du danger. Et l'idée est assez simple, c'est qu'il y a 3 avions pour le coup. On est vraiment dans les jeux du cirque hein, pour le coup. Chacun des candidats, 3 candidats montent dans l'avion avec un pilote. Le pilote les monte en l'air. Et une fois qu'ils sont montés en l'air, le pilote saute en parachute et les 3 candidats doivent se démerder pour faire atterrir l'avion. Voilà le principe et tout ça. Bien sûr. Et tu sais pourquoi c'est génial? Parce que récemment, dans l'actualité, j'ai vu popper ça. Je vois ce que tu veux dire. Comme quoi, il y a un sondage qui a été fait que à peu près la moitié des hommes se pensaient capables de faire atterrir un avion sans formation. Ben, vous voyez que dans le film, non, c'est 1 sur 3, hein, c'est pas 50%. Non mais bon, c'est pour montrer aussi qu'on est dans une société où le masculinisme prend tellement confiance en lui qu'en fait, mais face au danger, on serait probablement tous démunis. Hein. Bon, parfois, avec l'adrénaline, on peut faire des trucs de fou, c'est vrai, hein, c'est prouvé. Mais faire atterrir un avion, j'espère ne jamais avoir à faire ça. Quoi. On n'est pas tous Indiana Jones. Rappelle-toi, Indiana Jones, c'est pas faire atterrir. Il s'est piloté, mais c'est pas faire atterrir. Ou on n'est pas tous pour le coup Harrison Ford dans Air Force One, qui est président des États-Unis et qui sait poser aussi un avion. C'est ça, c'est intéressant. Il a eu beaucoup d'avions entre les mains. Même des vaisseaux spatiaux, rappelle-toi. Totalement. Non mais voilà. Et d'ailleurs, tu parles du masculinisme. Vas-y, je t'en prie. Oui, je reprends sur le masculinisme. Non, mais elle est terrible parce que dans certains candidats qui perdent pied. Et d'ailleurs, avant, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent plus tard? Et j'aime bien le cynisme ironique de notre personnage principal. Et ah ben, je vais faire la sieste. Hein. Voilà. Il n'a aucune ambition avec l'argent, c'est juste qu'il va être tranquille. C'est d'ailleurs l'électron libre du système. C'est lui, il veut pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Il veut après être tranquille et juste rien fiche quoi. Il va même pas être productif pour la société, tu te rends compte. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est génial cette réponse. Alors en plus, sur les 3, il y en a un qui abandonne déjà, donc ils sont plus que 2 dans le truc. Oui, c'est vrai, du coup. Qui est une séquence qui est à la fois comique et profondément tragique en fait sur ce personnage-là, qui est limite en train de pleurer à côté de trucs. Je peux pas y arriver, je le fais pas. Et donc hop, pareil, il est exclu, il est plus intéressant. On va basculer sur les 2 autres qui choisissent de faire l'épreuve. Et moi, il y a ce truc-là sur le masculisme aussi qui est vachement intéressant. Je trouve le passage de Michel Piccoli aussi. Il y a quelque chose aussi dans ce rapport des hommes dans le cadre de la petite lucarne, de l'homme qui, par rapport à la femme et globalement des comportements qu'il va adopter vis-à-vis des femmes, qui est, je trouve, assez terrifiant parce qu'elles sont tout le temps. Toutes les femmes, à chaque fois qu'il en interviewe, qu'il les fait venir sur scène et qu'il leur parle, il y a toujours une validation physique et ça ne passe que par la validation physique tout le temps. Et s'il peut se permettre, et c'est ce qu'il fait avec la petite amie de Gérard Lanvin qui le fait monter sur scène, il la tripote, il est très près d'elle, il est très très tactile. Et il y a des moments très très gênants en fait, où elle joue très très bien la gêne hyper, le fait, l'intrusivité du personnage de Piccoli qui, encore une fois, tu l'as dit, est très affable, très sympathique, très lisse, mais qui justement est très tactile, qui a quelque chose de très vicieux dans son approche. Et j'aime beaucoup d'avoir pour Arthur. Tu sais qu'Arthur récemment, voilà, bon. Oui, Arthur dans le truc des boîtes pour le coup, dans Apprendre où à laisser. Quand tu vois certains extraits, c'est d'une violence quand même. Apprendre où laisser, c'est les jeux du cirque aussi, hein, cette manière d'humilier le candidat. Ah oui, c'est l'humiliation suprême, c'est ils jouent leur vie sur ce genre de jeu en plus. Pratiquement.
Mais ce qui est terrible en plus pour jouer sur l'allégorie du patriarcat, masculinisme et tout, cette épreuve s'appelle la culbute. Mais voilà. Voilà, il y a l'acte sexuel long, quoi. Et ce qui est terrible parce que le film essaie de contrebalancer avec un personnage féminin fort de la productrice, mais elle-même, tu sens qu'elle est paumée dans le jeu, qu'elle rêvait d'indépendance, d'une émission indépendante de l'État ou je sais pas quoi. Mais en fait, à la fin, elle va dire oui, c'est spectaculaire, vous voyez, elle a pris le parti d'eux. Et c'est ça qui est terrible, c'est que même ce personnage-là, qui aurait pu être une porte optimiste de sortie et de prise de pouvoir d'une femme là sur le chef de la télé et tout, mais non, malheureusement, elle s'est enfoncée dans le système. C'est un regard terrible en gros, pour exister, elle est obligée d'être dans ce système-là, la pauvre. Et de surenchérir, parce qu'en plus, elle propose une version encore plus trash et encore plus longue. Parce que je disais une nuit au début dans le CM6, pardon, c'était 4 heures. Et elle propose de faire ça, de faire traîner ça sur une journée ou une nuit complète. Non, mais donc celle qui révèle que c'est truqué. Elle va le chercher pour l'amener encore plus vers le spectaculaire. C'est une fausse porte de sortie. Et le film n'a aucun espoir là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, on va douter, on va se dire, elle va l'aider et tout. Mais justement, Boisset prend la contrepartie de ce qu'aurait dû être, si ça avait été un film hollywoodien à l'américaine, il y aurait eu le truc positif et ça serait échappé tous les deux. Un peu Running Man aussi, indirectement. Je crois que dans Running Man, elle meurt, la personnage féminin, il me semble. Il me semble aussi, hein. Dans les souvenirs que j'ai, oui. Ouais. Et donc, du coup, non. Yves Boisset se refuse à toute happy end. Vraiment. Et pour revenir à la culbute, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, il s'envole les airs. Donc, il y a le premier qui va se cracher, qui va tenter, qui est déjà en avion, puisqu'il y en a un qui abandonne, l'autre qui prend l'avion, qui tente de le faire. Au moment où les parachutistes descendent, il y a tout ce truc-là aussi. Quand les parachutistes tombent, et les commentaires qui sont hyper drôles et hyper cyniques, de faire dire, regardez, quel balai. Et les femmes rêveraient d'aller les enlacer lorsqu'ils seront au sol. Mon Dieu, quelle horreur. Et le premier donc va se cracher, et donc le deuxième, donc Gérard Lanvin, va parvenir après quand même moult difficultés à faire atterrir l'avion, mais arrivé au sol, quand il y est, il perd le contrôle de l'avion et il va aller s'encastrer dans un des barnums, ou enfin des étals qui est là présent, et il est récupéré par les ambulances, etc. Et ce que je trouve aussi intéressant, tu le disais tout à l'heure, c'est que ça fait vraiment écho à ce truc-là, à cette victoire qu'on aura dans la dernière séquence, parce qu'il arrive quand même le dernier, il a tué tous ces tueurs, tous ces chasseurs, et malgré tout, quand il arrive à ce truc-là où il pourrait gagner, comme l'avion dont il va perdre le contrôle, il perd le contrôle aussi à ce moment-là. Il a l'impression de contrôler la situation, d'amener quelque chose d'un peu révolutionnaire, de vouloir tout casser, de révéler la supercherie, exactement comme cet atterrissage qui s'est bien passé, comme s'il avait pris le dessus sur l'émission, et finalement, de manière tragique, au dernier moment, comme dans son avion, il perd le contrôle aussi, et c'est terminé. Et donc, il y a ce truc-là vraiment du tragique, du récit tragique, au sens vraiment littéraire du terme, avec la fatou qui est quand même derrière, et qui fait que forcément, en fait, c'est terminé. Quoi qu'il arrive, il ne pourra pas échapper à son destin. Oui, puis bon, c'est vrai que sur cet acte d'atterrissage, on pourrait croire à un moment qu'il va volontairement. La caméra donne l'impression qu'il fonce volontairement vers genre le présentateur, il veut tout casser, mais en fait non. Le présentateur, il est là, il commence à paniquer, et qu'au final, il se fera arracher le postiche. Incroyable. Ça aussi, c'est très amusant. Je sais plus dans quel autre film je l'ai vu où il y en a qui se fait arracher le postiche comme ça. Bon, c'est pas ridicule, je sais plus. Et j'ai pensé à ça. Si vous avez dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, un autre film où il y a un personnage qui veut se la péter. Ah oui, bah non, c'est dans Ma vie est un enfer, le personnage de Jean Benguigui se fait arracher les cheveux à un moment. Bon. Mais ça n'a rien à voir. Mais j'en ai plusieurs en tête. On pourrait faire un beau goc sur Ma vie est un enfer un jour de Josiane Balasco. Celui-là, je crois qu'on serait pas prêt. C'est une très bonne idée. Oh la vache. Je le garde de côté. Bon, oui, mais pour arriver à ça, oui, l'électron libre, on croit qu'il veut tout péter, mais en fait, non, il n'a pas le contrôle. Et en fait, comme à la fin, on croit qu'il va tout péter, mais non, il n'a pas le contrôle. Il n'y a pas de contrôle possible. C'est triste, hein. C'est la fatalité. Son fatum est écrit. Ouais, c'est ça. Et c'est terrible. C'est vrai que je voulais y revenir. C'est bien que tu l'aies parlé. L'arrachage de postiche à la fin. Je trouve que c'est un truc vachement intéressant parce que c'est presque pris comme l'ultime révélation. On sort de la séquence de la culbute, mais il y a ce truc-là où il y a une sorte de crescendo avec les révélations que fait Gérard Lanvin devant le public. Et presque l'ultime truc qu'il va faire, l'ultime révélation de la supercherie, c'est le fait que c'est la calvitie, si je puis dire, de Michel Piccoli. Mais c'est vachement intéressant parce que mine de rien, il y a quand même ce truc-là aussi sur
c'est une chose qui est très banale, encore une fois. Et je trouve que le film joue très très bien sur finalement, encore une fois, la question de la banalité du mal, en fait, au sens pour le coup très arendtien. Il y a vraiment ce truc-là où on ramène ce personnage qui est encore une fois tout lisse, très truculent, qui est toujours habillé en blanc. Il y a ce truc-là où c'est un personnage qui est exacerbé dans toutes ses émotions, et on va le renvoyer à sa petitesse en réalité. Alors un petit peu avant on le fait parce qu'il y a ce moment-là où Gérard Lanvin arrive et que lui va paniquer, et à ce moment-là on voit les coulisses. Il y a un truc qu'on voit pas forcément dans le reste du film, où il va aller se mettre en coulisses. Lanvin continue à parler devant le public et on est avec lui dans les coulisses, et il va téléphoner au directeur de la chaîne en disant mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que show must go on ou pas, et c'est un pion effectivement. Manipulé, alors que tout le monde, les spectateurs lambda, pensent que c'est lui le grand Manitou. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est un petit homme qui lui aussi s'est écroulé sur son système. Voilà, je sais pas ce qu'on peut dire de plus sur le film, mais c'est vrai que... Non, mais... Puis bon, voilà, c'est vrai que quand tu regardes ça, on en parlait tout à l'heure, 2025, la justice, tout ça, certains veulent mettre la justice au pas. Là, visiblement, ils ont réussi à mettre la justice au pas dans cet univers-là. C'est pour ça que, voilà, y a beaucoup de gens qui bizarrement s'offusquent sur des décisions de justice, sur des anciens présidents, dont on va pas citer le nom, mais quand même, d'un seul coup, on s'offusque que quelqu'un donc a eu des trucs de corruption, des liens avec des dictateurs. Bizarrement, les gens commencent à s'offusquer juste parce que la justice. J'ai envie de dire à certaines personnes qui nous écoutent, portez une réflexion sur tout ça quand même, parce que quand on voit des films comme ça, mais l'art permet de parfois prendre du recul et de se dire, voilà. L'art permet de réfléchir, tout simplement. Pas les médias et tout ce que vous pourrez regarder et tout, parce que sur les réseaux, malheureusement, ceux qui ont la parole et qui parlent le plus fort sont pas forcément ceux qui réfléchissent le plus. Voilà. C'est le grand pouvoir et la grande essai du détour de la fiction, hein. C'est ça, c'est d'avoir un recul. Ou ceux qui réfléchissent sont là pour manipuler facilement aussi. Ouais. Et c'est facile de manipuler. C'est sûr que c'est facile de faire entendre à quelqu'un ce qu'il a envie d'entendre, mais parfois il faut aller au-delà de ce qu'on aurait envie d'entendre. C'est ça le plus important. C'est une très bonne conclusion. Je vais laisser là-dessus avant de passer au reco, parce que je trouve une très bonne c'est une très bonne conclusion. Et alors, petite parenthèse, je trouve quand même qu'aujourd'hui, j'en suis très content. On a eu un festival d'imitation, ça s'est enchaîné, et ça j'ai adoré. Il y a eu du Jacques Martin, il y a eu du Nicolas Gaulle, c'était bien. On n'a pas eu parce que le chef de la télé là, il s'appelle Chirex. Est-ce que c'est une référence à l'époque le maire de Paris? Crac, je ne sais pas. Non, mais bon, les noms, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais des fois, dans certains films, il y a des auteurs qui aiment bien donner des noms, qui veulent dire des choses. Et puis, d'ailleurs, c'est un autre lien avec Cronenberg que j'établis. Allez regarder les prénoms, les noms et prénoms des personnages chez Cronenberg, qui est toujours extrêmement inspiré, et je trouve que c'est pareil dans celui-là, notamment avec Chirex. Il y a des choses qui sont évocateurs ou pas, vous pouvez faire des liens ou pas, toute ressemblance, encore une fois, avec des personnages historiques purement fortuite. Mais il y a une sorte de science des noms que je trouve très intéressant, une sorte que je trouve beaucoup chez Cronenberg. Il y a toujours quelque chose de très agréable chez Cronenberg à lire le nom des personnages. Alors voilà, ce que je te propose, cher Julien, c'est de passer aux recommandations. Oui. À moins que tu aies envie peut-être de dire quelque chose, une dernière chose peut-être sur le. Non, mais revoyez-le. Voilà, le prix du danger, même si vous en gardez un souvenir en mode divertissement actionneur, ce que c'est aussi en vrai. Hein, mais voyez la profondeur derrière d'un revisionnage de nos jours. Et vous allez vous dire qu'Yves Boisset, entre ça et Dupont-Lajoie, et puis même le juge Fayard, là, on parlait de la justice, je pense que, voilà. Je pense que Yves Boisset, c'est un réalisateur qui nous a quittés il y a pas si longtemps que ça, mais qui va avoir une nouvelle importance post-mortem, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que... C'est un peu son destin, je pense que, voilà, il fallait qu'il ne soit plus là pour enfin être reconnu à juste titre. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi elle vient pas, Laurence Ballard? Elle a peur la vérité, Laurence Ballard! Je vous en supplie! On la veut ici, Laurence Ballard! On veut Laurence Ballard! Calmez! On veut Laurence Ballard! On la veut! Calmez-vous! On la veut! Calmez-vous! Mais c'est épouvantable, c'est une catastrophe. Mais non, regardez-les, ils sont ravis. Ils viennent d'assister à un spectacle exceptionnel et maintenant ils peuvent même y participer, sans prendre aucun risque. Ils se donnent l'illusion d'être des justiciers. La vérité. Après tout, ils ont raison. Quelle vérité, là? La nôtre
celle de Jacques Marr. Alors toi, tu avais une très belle recommandation pour le coup. Je suis très content que tu vas en parler, je suis très content. Ah oui, alors, évidemment, c'est un film de traque, alors, il n'y a pas de télé-réalité et tout. Là, encore, à l'époque, il n'y avait même pas de télé. Donc, c'était réglé. 1932, le fameux The Most Dangerous Game. Game qui a un double sens, d'ailleurs, en anglais, hein, la proie ou le jeu. Ah ouais. Justement, le jeu, c'est sur la proie. Ou en français, alors, intéressant le titre français, d'ailleurs. Les chasses, pas la chasse, hein. D'ailleurs, ils avaient hésité entre les deux titres. Il me semble qu'il y a les deux titres. Il y a eu La Chasse et Les Chasses du comte Zaroff, sorti donc 1 an avant King Kong, et sur les mêmes décors, hein, il y a des moments et tout. D'ailleurs, il y a Fay Wray qui joue dans le film, donc ça ne se trompe pas, et co-réalisé par Ernest B. Schoedsack, qui fera évidemment King Kong après. C'est comme d'ailleurs si le film essayait d'annoncer un peu King Kong sur certains points, relation de l'homme avec la nature, bien sûr, la chasse, hein, parce que dans King Kong, il y a une histoire de chasse aussi. La proie ultime, c'est ce gorille extraordinaire, voilà. Mais même qu'il y a des dinosaures dans King Kong, rappelez-vous. C'est incroyable. C'est Jurassic Park avant l'heure. Bon, il y a eu Le Monde Perdu aussi avant, hein, évidemment. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui est naufragé là, et qui va avec une femme qui est déjà là, dont le frère était déjà la victime, va devoir survivre à la chasse ultime. Mais c'est pas la chasse d'une proie extraordinaire, non. Il va être lui-même victime de une chasse à l'homme par alors cet aristocrate. Alors évidemment, époque oblige, j'ai envie de dire, Zaroff est soviétique. Il n'y a pas de guerre froide encore, mais il y a déjà de la défiance américaine envers évidemment ce qui n'est pas américain et soviétique anticapitaliste, bien sûr. Et ce comte Zaroff, mais qui est pas communiste, hein. C'est un hyper aristo, hein, qui s'ennuie. Ouais, il a tout chassé dans sa vie, il en a marre, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va chasser l'animal alpha, l'homme. Et du coup, c'est un film qui est très simple, hein. C'est d'une simplicité, parfois, il pourrait être presque ennuyeux. Je pense qu'un jeune public devant s'ennuierait. Je me suis posé cette question. En gros, il se passe pas énormément de choses si on veut, mais cette construction philosophique l'homme devient le chassé par ce chasseur-là, avec un accent improbable, hein. Évidemment que c'est un Américain qui joue avec un accent russe improbable, voilà. Un Britannique d'ailleurs, c'est un Britannique, oui, c'est un acteur shakespearien, ça se sent dans le phrasé et tout. Et du coup, Bob, hein, c'est ça le prénom du chassé, va apprendre à survivre et déjouer les plans, évidemment, de ce chasseur avec ses chiens. Et évidemment, morale finale, le chasseur va être le chassé ultime et mourir, hein, dans un plan qui presque est près John Fordien d'ouverture vers. On se demande si John Ford, il a peut-être, bon, il faisait déjà des films à fond à l'époque, hein, en 32, mais voilà, ce plan vers la liberté, oui, il y a une happy end, là, c'est quand même un film américain. Il s'en va avec la dame, hein, évidemment, ils vont convoler en os probablement par la suite, et le chasseur aristo meurt bouffé par ses propres chiens, comme quoi. On peut le dire, les gens qui s'ennuient parce qu'ils ont trop d'argent font n'importe quoi, et non mais c'est ça, c'est-à-dire que le gars, c'est parce qu'il a trop d'argent et qu'il s'ennuie, il sait plus quoi faire de son argent et de sa vie. C'est intéressant ça d'ailleurs, on en parlait indirectement tout à l'heure, c'est que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, ou alors après tu vas créer des trucs horribles pour pouvoir te divertir. Donc là on est un film sur un homme tout seul, un peu isolé, qui va se divertir avec son tartare là, domestique, on sait pas trop, c'est très bizarre là, aussi. Vision post-coloniale aussi, ou pré-coloniale, on est en plein dedans de toute façon en 32. L'Amérique, ce pays qui s'est rêvé colonialiste par extension de la création colonialiste du pays, mais bon, on peut en dire beaucoup de. Je pense que d'ailleurs les réalisateurs essaient de critiquer l'impérialisme américain là. Moi je pense. C'est en sous-jacence. Faut savoir que Schoedsack, il a été lui-même sur le terrain pendant la Première Guerre mondiale, et je pense qu'il en est revenu aussi de certains traumas peut-être. Il a travaillé pour la Croix-Rouge, donc avec une sorte d'humanisme, on le voit dans le film, qu'il y a une forme d'humanisme quand même. Et il utilise ces films-là pour soit mettre l'animal en avant pour King Kong, quand même une vraie tragédie King Kong aussi, au-delà du film d'aventure, et là de mettre ces gens lambda qui sont victimes de la folie des grandeurs. Donc c'est un film à voir ou à revoir, parce qu'il il peut être avant-gardiste pour 1932 quand même sur pas mal de points, je pense. Je sais pas si t'en gardes un souvenir, toi, précis ou particulier, parce que ça fait peut-être longtemps que tu l'as pas vu.
Alors j'ai pas eu le temps de le revoir pour l'émission quand tu m'as annoncé cette truc-là, donc je vais le revoir certainement là dans le week-end parce que j'ai envie de le revoir. Tu m'as donné envie de le revoir. Mais je trouve que c'est un film qui est, moi j'ai vraiment des très bons souvenirs de ce film-là. Et puis je trouve que ce qui est important aussi, c'est que c'est un film qui a une postérité hallucinante en fait dans le survival. Il y a un truc en fait où il a nourri, je sais pas combien de survival dans lesquels il y a même la base du survival redneck. C'est quand même, il y a quelque chose qui est d'ordre d'une inspiration de l'homme chassé, tous les films de chasse à l'homme globalement. Je pense que Toby Hooper a beaucoup fait. Voilà. Toby Hooper, je pense même tu vois des films un peu plus. Alors je sais que Rob Schmidt le citait, c'est pas un très grand film, mais Rob Schmidt citait Les Chasses du Comte Zarov dedans. C'est le premier des Tours mortels, qui littéralement en fait, c'est un film qui est très très proche de ça. Alors on est sur des rednecks, cannibales, mutants, chelous. Mais n'empêche que dans cette manière de mener la chasse à l'homme, en fait, il y a quelque chose en fait de très séminal en fait dans les chasses du comte Zarov. C'est une sorte de proto-survival en fait, même si le survival c'est quand même un genre qu'on a tendance à rapprocher quand même du road movie parce que c'est deux genres finalement qui s'opposent dans une certaine mesure ou qui jouent de manière ensemble antithétique. Et d'ailleurs souvent la fin du survival ramène sur les routes du road movie et souvent le survival commence par le road movie et s'égare sur les routes du survival à un moment donné. Je veux dire, c'est tout le lien qu'on peut faire avec Easy Rider et puis le rapport avec l'apparition du survival ensuite. Il y a un truc intéressant qui est vraiment très incrémenté. Même Mad Max. Et même Mad Max. Qui est la déclinaison australienne de la chose. Et forcément, en fait, je pense que c'est des films, c'est un genre qui a été nourri énormément par les chasses du comte Zarov. Donc je trouve que rien que pour ça, déjà, c'est un film qui est ultra important. Et puis effectivement, tu l'as dit sur tout le fond philosophique qu'il y a derrière, sur notre rapport à l'ennui existentiel qui, quand on est face à cet ennui existentiel, nous met dans cette potentialité à faire tout et n'importe quoi pour essayer de reprendre contact avec notre existence, notre vitalité, notre élan vital. Ça fait quelque chose d'assez terrifiant et tu le dis très bien parce que pour le coup, c'est hyper lié effectivement quand on reprend le prix de danger. Aussi différents soient les deux films, il y a une sorte d'énergie philosophique derrière ou métaphysique qui est quand même très très commune, si je puis dire. Même si encore une fois, il n'y a pas de question, tu l'as dit, de médias ou autre, mais cette idée de chasse à l'homme, il y a quand même quelque chose dans le rapport qu'on entretient au mouvement. C'est la puissance du prédateur qui se croit au-delà de tout, au-delà de toute loi morale. C'est un peu ça. C'est pas le média prédateur. Oserais-je dire du mal alpha? Oserais-je dire ça? Mais je sais. De toute façon, oui, mais après, il est pas si mascu que ça, finalement, ce comte Zarov. Non, c'est vrai. Il est juste paumé, et là, il a eu tout ce qu'il voulait dans sa vie, sauf peut-être, il est tout seul, le gars. Hein, je crois qu'il y a peut-être une vision proto gay friendly avec son serviteur. J'avais vu ça, mais là je pense que il y en a qui ont surinterprété, il y en a qui ont peut-être surinterprété, et si c'est surinterprété ainsi, c'est pas forcément une bonne chose du coup vu le personnage principal, enfin vu le personnage du chasseur. Mais bon, après il y avait déjà des sous-textes avec James Whale dans son Frankenstein, hein. Totalement. Voilà. Et puis la fiancée de Frankenstein, qui est quand même un grand film queer aussi, en fait. Oui, parce que James Whale a été bi, hein, je crois. Voilà. Il me semble. Voilà. C'est une super belle recommandation. La mienne est, je pense, un peu moins prestigieuse. Enfin, quoi, comment je mais la tienne, elle est intéressante. Puis la tienne, en plus, elle est sur YouTube, en plus. Voilà. Oui, on peut la trouver sur YouTube, effectivement. Et alors, je vais tricher un peu. Je vais quand même en conseiller deux, parce qu'il y en a une qui est vachement prestigieuse, mais j'ai quand même envie de la penser parce que je l'aime bien. Donc, le film en question, vraiment, alors c'est intéressant parce que j'ai cité Rollerball, ça date de la même année que Rollerball, hein, pour le coup, ça date de 75. Ouais, donc, c'est la course à la mort de l'an 2000 ou Death Race 2000. Si c'est ça, oui, si je ne me trompe pas, qui est un film, réalisé par Paul Bartel. Alors, c'est vrai, et on en parlait en off, c'est vrai que c'est une production Roger Corman. Il est fort probable, pour ne pas dire assez certain, que Roger Corman a beaucoup plus officié sur le film et que c'est beaucoup plus son film que celui de Paul Bartel. Mais voilà, toujours est-il que je trouve, moi, alors, tu me parlais d'Intruder qu'il faut que je vois, que je n'ai pas encore vu et c'est honteux. Je trouve que c'est pour moi en tout cas à date, c'est un des meilleurs Roger Corman que j'ai vu. Je trouve que c'est un film assez incroyable. Alors, c'est un film qui a vieilli, qui est dans son jus quand même, mais c'est pas un défaut à dire qu'il a vieilli. C'est un film qui est dans son jus. Quand je disais tout à l'heure dans le Prix du danger que je trouve que architecturalement, le fait d'avoir été en Yougoslavie, d'avoir été à Belgrade pour travailler justement ces décors brutalistes qui ramènent à quelque chose ou qui évoquent quelque chose de cette anticipation. Là, c'est très carton-pâte sur beaucoup de choses, mais je trouve que c'est ce qui fait aussi beaucoup le charme de truc, parce que, alors, pour situer quand même l'histoire, l'histoire est simple, on suit une course de bagnole qui parcourt les États-Unis,
et dans lequel donc les coureurs, donc c'est suivi par la télé, hein, tout ça est très, il y a quelque chose effectivement de la télé-réalité aussi. Tu parlais tout à l'heure de tu parlais de la mort d'Ayrton Senna tout à l'heure, cette envie de voir l'accident en fait dans la course, qui est, et le film va beaucoup plus loin en termes de perversion, et donc on va suivre les concurrents de cette course-là qui vont s'affronter, mais on les suit autant sur la course que dans les coulisses. Le film prend beaucoup de temps à montrer aussi les coulisses de ce qui se passe. Sur la question des choses très très concrètes, de sponsorisation, de magouilles qui se passent de manière complètement sous-jacente, et c'est hyper intéressant d'exposer en fait ce truc-là. Il te montre la course et il te montre ce qu'il y a dessous. Et Rollerball, enfin je pense que c'est un film qui est très proche, je trouve, de Rollerball aussi. Rollerball, on a tout le travail sur le côté vraiment commercial derrière ce sport aussi. Et alors donc c'est avec Sylvester Stallone, il faut quand même le situer parce que c'est David Carradine qui joue le personnage de Frankenstein. Il n'y a pas cette voix en VF. Hein, il n'a pas du tout. Oui. Non, il n'y a pas Alain Dorval, non. Et tu le disais, il y a un truc très frankensteinien dans le film. Hein. Tu parles de James Walter, c'est bien de faire le lien puisque le personnage interprété par David Carradine s'appelle Frankenstein. En tout cas, c'est son surnom de concurrent, de scène, si je puis dire. Et donc, on va assister à ce truc-là. Et la spécificité de cette course, évidemment, c'est que pour gagner des points, il faut éclater les passants. Mario Kart. Voilà, et Mario Kart, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui sont tellement aliénés par le truc qu'ils vont eux-mêmes se jeter sous les roues des voitures pour pouvoir faire gagner des points à leurs concurrents. Je trouve ça absolument génial, d'un cynisme absolu, d'une noirceur absolument phénoménale. Mais il y a quelque chose de très... Pour le coup, je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus... Alors dans ça, c'est d'une noirceur abyssale, mais il y a quelque chose de très festif dans le film. Je trouve que le film, dans sa approche très pop, il y a un truc très ludique, très festif, très jouissif, mais c'est justement par ce côté festif, jouissif et ludique, et par rapport au plaisir que tu peux y prendre, que le film te renvoie à la gueule, effectivement, tes plus bas instincts, tes plus basses attentes. Et c'est super intéressant, ce rapport que tu entretiens avec le film. En plus, le film, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un recul très particulier, parce qu'encore une fois, il a un truc très kitsch, hein, le film. Je trouve que dans son imagerie, de cette anticipation, il est très kitsch. C'est ce qui lui donne un charme très particulier, et qui en même temps, encore une fois, crée une sorte de truc de décalage entre la violence absolue de ce qui est montré, encore une fois, de ces gens de ces fans qui vont se jeter sous les roues des bagnoles pour pouvoir faire gagner le plus de points possible à leurs concurrents, à leurs favoris. Je trouve qu'il y a un décalage qui joue qui est assez phénoménal. Et alors j'en profite pour aussi conseiller très fortement, mais alors là pour le coup c'est un vrai plaisir coupable, même si je pense que le concept de plaisir coupable n'a aucun sens puisque je ne suis pas coupable d'aimer le film, je ne me sens pas coupable, je ne culpabilise pas de le faire, mais on est sur un film qui est nettement moins intéressant et beaucoup plus bourrin, c'est le Death Race. Je crois que ça va être, avec Event Horizon, le seul film de Paul W. S. Anderson que j'aime bien. Alors, je pense qu'Event Horizon est un vrai bon film. En tout cas, il y a des vrais éléments de bon film à l'intérieur, malgré le fait que c'est un film atrocement mutilé. Death Race version donc 2008, je crois. Mais je pense que si vous n'avez pas vu le film et que je dis Jason Statham ou Tyrese, vous allez vous dire c'est certainement de la merde. Et oui, le film est objectivement absolument merdique, mais c'est une merde extrêmement gourmande. C'est un vrai plaisir. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Paul W.S. Anderson comme très souvent? C'est-à-dire qu'il vide de sa substantifique moelle politique le film de Paul Bartel et de Roger Corman. Il vide de tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de réflexion. On s'en branle. C'est juste des mecs qui roulent et il faut une grosse course et puis il y a des grosses voitures et puis il est content parce que c'est un peu Mad Max parce que ces grosses voitures, ça se passe dans une prison. Hein. Pour le coup, c'est des mecs qui font des courses dans une prison. C'est suivi par la télévision, etc. Et donc l'idée, c'est que c'est des prisonniers qui s'entretuent, donc ça permet une peine de mort, si je puis dire, mais qui amène du divertissement au peuple. Et voilà, et donc il y a quand même cette idée, il y a un petit peu cette idée de l'iconisation des personnages, du côté mercantile de l'affaire, parce qu'on crée aussi des icônes, que le personnage de Frankenstein, c'est une abstraction, en fait, là pour le coup c'est traité de manière un peu différente, quoique, du personnage interprété par David Carradine, mais on joue cette idée que le Frankenstein, c'est un petit peu l'icône, l'abstraction de ce vainqueur de cette course, et que finalement, on ne sait pas qui c'est derrière ce masque, et que en fait, en réalité, des gens vont se succéder derrière pour faire continuer la pérennité de Frankenstein. C'est-à-dire que le film joue ce truc-là. Il y a certainement des interprètes de Frankenstein qui sont morts, mais pour pouvoir faire continuer la Death Race, il faut assurer la pérennité de ce personnage-là, qui est l'image de marque. Et il y a 2-3 trucs comme ça qui sont pas si cons que ça, mais par contre le film reste globalement très très con. Mais si on le regarde comme un vrai truc très très con avec des trucs vraiment spectaculaires, les courses de bagnole elles sont cool.
Ils ont retiré cette idée des gens qui vont se jeter sous les bagnoles ou des gens écrasés, donc le film est beaucoup moins subversif. Moi je trouve ça un peu nul là-dessus. Mais si vous voulez voir Tyrese faire le méchant et faire n'importe quoi quand il fait le méchant parce qu'il cabotine, c'est très drôle. Jason Statham, il passe son temps à froncer les sourcils pour faire le mec badass et à montrer son torse parce que c'est rigolo. Il fait Vin Diesel. Il joue Vin Diesel en fait dans le film. Mais enfin, c'est du Jason Statham qui fait sa moue un peu boudeuse tout le temps. Et puis il y a des grosses bastos et de la tôle froissée pendant tout le film. Et le film est vraiment fun. Donc c'est vraiment et il interroge parfois quelques trucs. Parfois. Parfois. Faut vraiment pas chercher bien loin. Mais voilà, ça, c'est juste pour citer un film de Paul W. Anderson que j'aime bien avec Event Horizon, et celui-ci est plutôt rigolo. Je pense que c'est intéressant. En fait, je cite les deux pour une raison. Je trouve que c'est intéressant de voir les deux. Je trouve que c'est très intéressant d'interroger en fait les deux et l'évolution, parce que je trouve que Death Race version Paul W. Anderson, c'est un film de son époque. Death Race version Roger Corman et Bartel, pour le coup, c'est un film de son époque aussi. Et je trouve que justement dans cette manière dont il y a une sorte d'éducation, c'est-à-dire que le film est objectivement dans une certaine mesure beaucoup plus violent en fait graphiquement, comme le Paul W. Anderson est plus violent parce que il y a des mecs qu'on voit beaucoup plus brutalement, les chocs sont plus brutaux, etc. Il est moins violent idéologiquement, mais il est plus violent visuellement, et on voit vraiment cette évolution de ce cinéma-là aussi, des années 2000, qui, quand bien même il apparaît plus violent visuellement parce que plus graphique en termes d'effets spéciaux, mais c'est chose très, très basique et très, très terre à terre, les effets spéciaux sont beaucoup plus efficaces. Par contre, la violence du propos, la subversion du propos, elle a complètement disparu. Et c'est super intéressant de voir un petit peu l'évolution du cinéma avec une variation sur un thème qui est ce travail de remake en fait. C'est assez intéressant. Vraiment, je trouve que les deux films dialoguent assez bien en fait dans cette idée-là. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même les deux. C'est une double séance intéressante à faire. En plus, apparemment, il y a eu 2 suites du Paul W. Voilà. Donc elles sont peut-être qu'il y a catastrophiques. pire. Il y a peut-être pire. Du coup. Ah bah pour avoir vu les 2 suites, le film de Paul W. Anderson est un chef-d'œuvre. Ouh là là. C'est le film incroyable à côté de tout le reste. Donc c'est pour ça, laissez-lui une petite chance et prenez-le en fait comme dialogue avec le film de Paul Bartel. Prenez-le vraiment comme cette idée-là. Oui, le cinéma dialogue, de toute façon, comme la course vers l'an 2000 là, de 1975, dialogue indirectement avec les voitures qui ont mangé Paris de Peter Weir. Juste pour le design des voitures, moi j'ai pensé à ça. Totalement. Qui était sorti un an avant, le premier film de Peter Weir d'ailleurs en Australie. Donc voilà, c'est marrant. Une question de survival d'ailleurs. Oui. C'est très Pékin païen avec des voitures. Le premier. Ah mais totalement, c'est un vrai western. C'est un western. Mais d'ailleurs, Death Race 2000, c'est un peu un western aussi. À un moment, sur la route américaine, tu sais. C'est pas un amour de coccinelle, cependant. Il y a des moments où ils prennent les mêmes routes ou les mêmes circuits, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même style. J'aime beaucoup un amour de coccinelle. Ah mais j'aime beaucoup aussi. C'est mon enfance, donc je. Là, mais bon. Là, c'est moins pour les enfants. Puis c'est dans le cynisme ultime, oui. C'est la société de spectacle absolue aussi. Mais les Américains, le côté un peu gladiateur de course de voiture et tout, voire catch sur course de voiture, c'est mélangé, quoi. Ça, à mon avis, ils ont vu ça comme un vrai divertissement en mode oui. Voilà. Il y a un fond politique quand même sur l'Amérique qui est devenue une vraie dystopie qui pourrait être aussi un jour l'avenir. Voilà. Totalement. Il semble moins ancré de par le fait peut-être que visuellement en fait c'est plus difficile parce qu'il a un côté vraiment très kitsch, très pulp et peut-être très excessif, qui fait que pour le coup le prix du danger il est plus facile de le raccorder parce qu'il y a quand même quelque chose, tu l'as dit, qui est de l'ordre de l'hyper réaliste, de l'hyper réel qui fonctionne et qui fait que c'est plus facile de s'y glisser. Mais tu le dis très bien, effectivement, il y a un truc quand même qui est très très pertinent, mine de rien, dans la course à la mort de l'an 2000, vraiment. Donc une petite perle un peu méconnue, parce que mine de rien, il est pas facile à voir. Je sais qu'il est sorti en Blu-ray quand même. C'est un film qui a eu droit à une petite sortie Blu-ray, parce que moi je l'avais trouvé en Blu-ray il y a quelques années. Mais pour le coup, tu le dis, il est sur YouTube, donc si vous voulez le voir, allez-y. Et puis la VF est aussi, je vais utiliser beaucoup ce mot-là, assez truculente aussi la VF. Il y a de la truculence en effet. Oui. Il y a des VF parfois, oui, on voit que ils se sont dit c'est une série B, série Z, on va faire un référence. Voilà. Il y a eu de très bonnes VF dans l'histoire du cinéma. Il y en a eu d'autres moins bonnes aussi. Voilà. Mais qui participent parfois à l'attachement qu'on peut avoir par un film. Voilà.
l'ambiance. C'est-à-dire que t'as aucun sound design du contexte, tu sais que t'as que les gens qui parlent, autour t'as vroom vroom. Moi, l'idée, c'est que, ouais, non, mais bon. Après, c'est le budget qui veut ça aussi, hein. Totalement. Parce que c'est un tout petit budget, faut le voir aussi. La course à Abandon 2000, c'est un tout petit truc, hein. C'est vraiment, quand vous comparez à la version de Paul Anderson, c'est même pas, voilà, c'est même pas comparable en termes de budget, c'est. Mais en tout cas, Julien, je vais te. Alors, je trouve ça super cool. C'est peut-être l'épisode où on a fait le plus de dialogue entre les films. Je sais pas combien de films aussi, donc c'est vachement. Oui. C'est vrai qu'on est parti un peu dans tous les sens. De la folk horror à d'autres films français. Il y a plein de. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça. Quand on discute de genre, on finit par parler de pratiquement tout. Ouais. Mais c'est super. Donc, je tiens à te remercier encore une fois du fond du cœur pour ce nouvel épisode, mon cher Julien. Je suis très heureux encore une fois de ce format qu'on a co-créé parce que je trouve hyper passionnant. Et merci à toi, beaucoup du fond du cœur. Et puis on va se retrouver de toute façon pour un prochain épisode. Alors, je ne sais pas sur quoi encore. On n'a pas encore discuté de ce que ce serait. On a l'embarras du choix. On ne sait que choisir, comme dirait. D'ailleurs, en soi, Le Père Noël est une ordure est un film de genre. Oui. Et oui. Moi, je pense qu'il y a un truc à trouver pour Noël. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un truc sur la thématique Noël. Oh, il y a eu des films de genre sur 3615 Code Père Noël aussi. Ouais, tout à fait. Il y en a eu, hein. Ouh là là. Et même certains, je crois. L'assassinat du Père Noël aussi. Mais totalement. Ouais, mais il y a des trucs, je pense, à trouver peut-être pour Noël, à voir. Peut-être c'est un petit teasing, pas certain. Peut-être qu'on trouvera un film sur Noël pour la période de Noël, qui sait, ce serait rigolo. Au pire, un film avec une dinde bien farcie avec de la violence, ça fera Noël aussi. Hein. Totalement. En tout cas, merci du fond du cœur, mon cher Julien. Bien sûr. En description, je mets le lien donc du Mickey qui sortira, je pense aussi à peu près, d'ici quelques jours aussi, ou peut-être quelques semaines. Un Mickey qui est pas piqué des hannetons. Hein. Oh là. En termes de film pas joyeux, on est bien. Je pense qu'on est vraiment sur du Mickey cassoulet comme on l'aime. Cassoulet, choucroute mélangé. Après, vous avez plus faim pendant 2 jours. Hein. Il est bien violent celui-là. Et puis, je mettrai en lien effectivement la chaîne de Julien, évidemment. Je le refais parce que c'est quand même toujours important. Précipitez-vous sur sa chaîne. Là, on est le 1er novembre. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller. Si vous voulez faire une sorte de petit Halloween tardif, si je puis dire, Julien a pris beaucoup de temps pour faire des revisionnages Halloween et revenir sur certains films dans sa ciné critique. Donc, si vous voulez avoir inspiration pour vous faire une petite soirée Halloween tardive le 1er novembre, c'est pas mal aussi. Eh ben, précipitez-vous sur la chaîne de Julien. Et pour tout le reste, parce que c'est toujours passionnant, c'est totalement exhaustif, enfin c'est pléthorique, pardon, je cherchais le mot, c'est pléthorique et c'est absolument passionnant. Je vous intime vraiment à découvrir la chaîne de Julien, si jamais, mais je pense que si vous êtes là, vous connaissez, et donc je vous demande de vous reprécipiter immédiatement après justement avoir écouté ce podcast sur sa chaîne pour vous faire 1 ou 2 petits infos ciné-critiques, ça fait toujours plaisir. Au débeauté, voilà, totalement. Ça faisait longtemps. Ah oui, mais ça fait plaisir que je fasse redire. Ça va me revenir, l'habitude va revenir. En tout cas, merci à tous de nous écouter toujours. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez même des idées de films de genre français auxquels on n'a pas pensé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut être très intéressant aussi. Et puis merci Julien. Merci du fond du cœur encore. Merci Romain. Merci à tout le monde aussi qui nous écoute. Oui, toujours avec fidélité et ça c'est beau. Et j'insiste aussi, n'oubliez pas, c'est sur les plateformes évidemment autres que YouTube, si vous voulez écouter ça de manière. Parce que je sais que ça a eu un peu de mal à démarrer sur les autres plateformes, mais finalement depuis quelques temps, ça y est, il y a eu le transfert qui a été fait, donc c'est cool. Il y a plusieurs pas mal d'écoutes, donc c'est cool. Merci à vous en tous les cas. Et puis bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas quand vous écoutez le film. Et merci Julien encore une fois. À bientôt. À bientôt, salut.